quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde. Il s'agit bien sûr du Monopoly. Non. Tombé dans ce trou noir. T'es tombé en amour. En amour du trou noir, effectivement, de Kickstarter. Ah, tu le mets dans une équipe ou pas? Pas du tout, c'est un engine builder. Mais c'est un peu un déclic aussi. Vous écoutez... On joue-tu? On joue-tu ou bien... On joue-tu? Saison 2, épisode 16, On joue-tu avec l'école du jeu. Salut tout le monde, bienvenue à la deuxième saison de On joue-tu, le podcast des jeux de société. On vous avait promis que pendant la deuxième saison, on voulait essayer d'avoir plus d'invités parce qu'on avait eu bien sûr David de la chaîne Professeur Board Game dans la première saison. Et puis maintenant, la deuxième saison, on a réussi à avoir Sébastien Pochon en studio. Aujourd'hui, on a encore un invité très spécial, mais il est pas en studio parce qu'il est à l'autre bout du monde. C'est Sylvain de l'école du jeu. Comment ça va, Sylvain? Hey, bonjour, merci de l'invitation, je suis tout content. On disait juste avant que j'appuie play, que j'appuie sur record, que ça faisait longtemps qu'on voulait collaborer ensemble, quelque chose, donc c'est vrai que ça fait plaisir de te voir aujourd'hui, ce matin pour toi, puis moi c'est l'après-midi, parce que bien sûr toi t'es au Québec. Ouais, t'as fait un petit décalage comme ça ici, là. On a plus de neige que vous autres aussi. Moi je peux te dire, limite on se promène en t-shirt depuis 2 semaines, fait que alors ça me manque pas cette partie-là du Québec, le pelletage et puis... Ah, c'est la partie agréable, ça. Hein. C'est comme ah, c'est beau la neige, faut la pelleter. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a des. Surtout en Suisse, il y a beaucoup de gens qui me disent ah, je suis déjà allé en vacances en Suisse, c'est tellement cool. Je dis ouais, en tant que touriste, c'est le fun. Mais quand tu vis là, puis il faut que tu déneiges ton auto pour partir au travail, c'est pas top. Ça fait plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Donc, bien sûr, on va parler de toi puis de ton implication dans la chaîne L'école du jeu. Mais ça, on va le garder pour le deuxième segment. On va faire tout comme à l'habitude. Donc, on va passer sur le premier segment qui est notre jeu de la semaine. Est-ce que tu nous as préparé un jeu de la semaine qui n'est pas Ark Nova? Et là, j'ai pas eu le mémo concernant Ark Nova. Moi, je ne fais que jouer Ark Nova. Non, j'ai trouvé j'ai un jeu, en fait. Oui, j'ai reçu justement un jeu qui est mon buzz ludique du moment. Okay. Hein, puis là, c'est le fun parce que là, c'est les joies comme ça. Je t'en ai pas parlé encore, fait que t'as aucune idée de quel jeu je vais te parler. Surprise me. Surprise! Alors, on commence avec ça? Ouais, vas-y. Le jeu de la semaine immédiatement, ben fantastique. Dans ce cas-là, moi, je vais y aller avec un Kickstarter que j'ai reçu tout récemment. C'est un jeu qui a été en retard très longtemps, mais pour ma part, pour un Kickstarter, c'est bizarre, ça? Il y a pas de Kickstarter dans mon cœur qui sont en retard. C'est juste une surprise délayée. Je me dis tout le temps, moi, je suis pas amer en face d'un Kickstarter. Je me dis, j'ai d'autres jeux. Quand il va arriver, je vais en profiter, puis c'est comme si c'était Noël. Fait que j'ai reçu le jeu Planet Unknown. Ok. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir ce jeu-là. Non? Alors, je sais pas, bon, on est un média audio. Je vous invite, si vous écoutez ça, d'aller regarder parce que la présentation visuelle du jeu vaut la peine. Donc, c'est un jeu, oui, en version de luxe. Bien entendu, on sait, Kickstarter, les projets pimpés, un peu de bling comme ça ici, mais Planet Unknown est vraiment un jeu qui m'a surpris. Donc, tu ne connais pas du tout le jeu, toi? Ben, je suis en train de le regarder sur la page de son Board Game Fantastique. Geek. Tu fais tes devoirs, c'est excellent. Et vous qui écoutez à la maison, faites-le également. Donc, Planet Unknown est un jeu qui, malheureusement, n'a pas de version française. Mais, par exemple, c'est un jeu avec très très peu de texte. Alors, c'est un jeu de placement de tuiles relativement standard. Et là, c'est drôle parce que le placement de polyomino est un type de jeu qui est très répandu. Il y a eu énormément de jeux et depuis Patchwork, ensuite Uwe Rosenberg a décidé de sortir une panoplie de jeux avec des petits polyominoes comme ça. Des fois, c'est des roll and ride. Des fois, il y a vraiment, c'est un type de jeu qui est relativement saturé, mais c'est un type de jeu que j'aime habituellement. Et lorsque Planet Unknown était sur Kickstarter à l'origine, c'est dans le début de la pandémie, là où je m'étais dit, ah ben tiens, je vais me mettre à jouer sur Tabletop Simulator, sur TTS, puis un peu les médias comme ça, je me suis dit, je vais continuer de gamer même en pleine pandémie. Ça a duré 2 semaines que j'ai été assidu à jouer, puis après ça, je me suis dit comme, j'ai besoin de l'aspect tactile du jeu de société. J'ai besoin d'être autour d'une table avec des amis ou même en solo, de manipuler des pièces, de jouer sur mon ordinateur. Je travaille devant un ordinateur à longueur de journée. Fait que là, c'est comme...
Fait que j'avais quand même joué à Planet Unknown un peu avant de le recevoir, et c'est là que je m'étais rendu compte que c'était mon genre de jeu. Donc, c'est un jeu de placement de tuiles où on a un plateau planète qu'on va devoir placer. On place nos tuiles sur chacun de nos propres planètes. Mais ce qui est amusant, c'est que lorsqu'on place certains symboles, on va bouger des pistes. Et là, on a 5 pistes différentes qui vont bouger. Et là, lorsqu'on va recouvrir un certain endroit sur la piste, peut-être bien que ça va activer une autre activation. Et là, il y a un petit aspect de combo puis de combine que j'aime beaucoup, où on monte différentes pistes. Et là, ben, j'active ça, ça me fait ça, je reçois un bonus, je peux monter une autre piste. Là, je monte une piste, là, je bouge un petit rover que j'ai sur ma planète pour aller chercher des life pods puis enlever des météores. Donc, il y a plusieurs petits éléments, mais à la base, ça reste un jeu tellement simple. Et savez-vous quoi? Moi, j'ai beau jouer à des centaines de jeux, j'aime un jeu que je peux placer sur la table facilement. Ouais. Puis l'expliquer rapidement. Oui, exactement. Et Planet Unknown est vraiment simple parce que tu joues, tu prends une tuile, tu la places, tu appliques les résultats et tu continues. La petite twist qui fait en sorte que le jeu se démarque visuellement, comme tu peux le remarquer, c'est l'ajout d'un plateau rotatif. Vous savez, bon, en anglais, on appelle ça une Lazy Susan. C'est comme un plateau de service rotatif. Vous savez, là, pour les fromages, où vous mettez une assiette de fromage avec un plateau en bois qui va tourner. Donc, ultimement, c'est la twist de ce jeu-là, c'est d'avoir un plateau rotatif au milieu. Et là, ça peut sembler d'être une gimmick ou être encore un élément superflu ou dire « Ah oui, on a juste voulu mettre ça ». Ça marche tellement bien et je suis surpris de la qualité du produit. Donc, il y a des petites choses antidérapantes. Ça fait en sorte que les tuiles restent là. Et lorsque c'est notre tour, on a un dépôt. Donc, c'est vraiment deux tuiles qui sont alignées devant nous. On va choisir une tuile, on va la placer, et ensuite de ça, ça va passer au prochain joueur qui va tourner le plateau rotatif de manière à ce que tous les joueurs, et là, les joueurs mettent une petite flèche pour dire vers où ils visent. Donc, chaque joueur a toujours accès à un dépôt devant lui. Donc, toujours accès à un choix de 2 tuiles avec des icônes, une configuration différente, et tout le monde joue en même temps. Donc, c'est notre tour. Le premier joueur choisit le plateau qu'il va le mettre, donc il choisit le côté qu'il veut aller. Puis tous les autres joueurs ont un côté devant eux, ils vont placer une tuile. On rince, on répète, rinse and repeat, comme on dit en anglais, et ça continue comme ça jusqu'à temps qu'on ait fini notre plateau. Donc, à la base, c'est hyper simple, mais j'ai joué 6 parties de ce jeu-là au courant de la dernière semaine, puis à chaque fois, ça marche. Écoute, c'est un jeu qui est pas très connu. C'est pas... Je sais même pas si le jeu va avoir une sortie en boutique, je ne sais pas. Kickstarter, souvent, c'est ça l'affaire. Mais je sais pas si la version Deluxe va inclure ce fameux plateau-là, parce que oui, on s'entend, ça prend de la place, mais ça fonctionne tellement bien. Et oui, avoir un jeu de luxe, vous savez, bon, Kickstarter, beaucoup des fois des jeux de luxe, mais des jeux de luxe qui vont pas nécessairement toujours être bons. Et c'est plate à dire, puis je suis du genre à donner la chance aux coureurs. J'ai récemment essayé le jeu Merchants of the Dark Road, un autre Kickstarter que j'avais reçu, et ce jeu-là avait tellement de choses intéressantes, tellement un bon pitch de vente, comme on dirait, et j'ai été déçu à la réalisation. C'est comme juste trop long pour rien. Tandis que Planet Unknown, 45 minutes une partie, je jouerais à 6 joueurs, ça prendrait 45-60 minutes tout au plus, parce que tout le monde joue en même temps. Et il y a un petit côté de revenez-y, et le fait que on a des côtés symétriques, mais on peut également jouer avec un côté asymétrique. Donc de l'autre côté, les planètes et toutes les pistes de pouvoir ont toutes des bonus différents. Et là, certaines pistes vont s'activer différemment, et ça rajoute de la rejouabilité à un jeu qui, pour ma part, est assez simple pour être facile à sortir. Je pense que je pourrais jouer avec ma fille, là. Mais pour du contexte, à quel âge ta fille? Ma fille a 10 ans, oui, excusez-moi. Okay. Ça aide parce ma fille a 10 ans. Elle pourra 22, hein? C'est ça. Mais je dirais que ma fille a 10 ans, puis elle a été amenée à travers le jeu de société, mais c'est pas une joueuse assidue. Tu sais, elle joue avec moi depuis qu'elle a 3-4 ans, mais c'est on and off, puis je dirais que c'est juste l'année passée que il y a eu un petit déclic qui s'est fait, que là, elle est prête à jouer, parce qu'avant, c'est comme 15-20 minutes, puis son attention est là, tu sais. Là, je peux jouer à Unmatch avec ma fille, puis ça, elle joue en anglais, même ça, je suis vraiment impressionné. Puis Unmatch, là, elle a décliqué, puis là, ben, c'est un jeu de grand que je joue avec, là. Fait que, ouais, ben, voici mon jeu, un jeu inconnu, unknown. Ouais, c'est ça, comme je t'ai dit, moi, je regardais les photos, puis c'est vrai que ça a l'air assez intéressant, cette idée de plateau qui tourne. Je suis assez aussi partant pour des jeux, moi, qui vont, tu sais, où on joue un peu tout en même temps. Il y a certains des jeux préférés qui ont cet aspect-là, où t'es pas obligé d'attendre ton tour, parce que sinon, c'est là que ça devient un peu ennuyant. Puis comme tu dis, hein, c'est toujours beau quand on peut rajouter des joueurs, puis ça rajoute pas nécessairement plein de temps. Donc, ça m'intrigue beaucoup. Puis là, je suis déçu de pas avoir backé sur Kickstarter. Mais bon, je suis pas un gros... je sais pas à quel point tu sais, mais je suis pas un grand fan de Kickstarter. Moi, j'ai beaucoup de peine à vraiment m'investir là-dedans. J'en ai pas encore reçu un que je... Tu sais, ce que tu as décrit avant, cette idée de la petite surprise qui vient Noël avant l'heure. Oh oui.
Mais non, donc peut-être que le jour que ça va m'arriver, je vais peut-être tomber là-dedans, mais pour le moment, j'ai juste investi dans des trucs que j'ai pas encore reçus, donc c'est beaucoup d'argent. Mais c'est toujours ça, puis c'est comme l'interaction, puis ça, c'est encore là, je pense qu'on aurait un tout autre sujet là-dessus. L'interaction, tu sais, je dirais que le niveau d'interaction entre les autres joueurs est assez minimaliste, parce que oui, on a des objectifs qu'on va compétitionner, mais étant donné qu'on joue tous en même temps, on est moins investi vers ce que l'autre joueur va faire. Mais pour ma part, moi, j'aime les jeux avec des interactions, mais ça me dérange pas s'il y en a d'autres qui en ont pas. Ouais. Parce que je connais des amis qui jouent, mais là, ce jeu-là, c'est multiplayer solitaire, qu'on dirait, là, c'est que chacun dans son coin, on regarde notre plateau. Mais pour beaucoup de jeux, souvent des jeux de construction d'engins, des engine builders, un type de jeu que j'apprécie particulièrement, souvent, c'est le fun de se concentrer à ce qu'on fait nous autres. Là, tu regardes un peu le voisin, comment il se débrouille, mais sinon, à la base, moi, j'ai pas de problème avec un manque d'interaction entre joueurs. Non, c'est ça. Je veux dire, tu peux créer l'interaction toi-même dans le sens où vous allez parler de votre vie pis des choses comme ça. C'est pas nécessairement toujours obligé d'être autour du jeu. Hein. Exactement. Non, je suis assez d'accord, ouais. Ben moi je vais partir sur mon jeu de la semaine, puis j'ai trouvé ça assez drôle parce que la première vidéo que j'ai regardée sur internet pour entendre parler de ce jeu-là, c'est une de toi qui parle de ça, donc j'ai bien hâte de t'en parler parce que je sais que toi, je pense que t'es moins accroché que moi. Mon jeu de la semaine, c'est Stardew Valley. Ah, Stardew Valley. Ouais, un jeu que moi j'ai eu de la peine parce que pendant longtemps je pouvais pas le trouver, il est super difficile à trouver en Europe. Donc là j'ai enfin trouvé une place qui le vendait en Angleterre, je me suis fait venir avec le shipping, tout ça m'a coûté une fortune. Mais contrairement à toi, moi j'étais un grand fan du jeu vidéo. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait un jeu là-dessus, je me suis dit, il faut que je saute là-dedans. J'ai fait 3 parties en solo depuis 2 jours. Et moi déjà, pour ceux qui écoutent ce podcast le savent, je suis vraiment pas un joueur solo. Je vais vraiment le faire par nécessité parce qu'il faut absolument que je joue à un jeu. Mais sinon, c'est pas un plaisir que j'ai. J'aime mieux jouer à un jeu vidéo si c'est pour jouer tout seul. Et Stardew Valley, j'ai fait ma première partie. J'ai vraiment pas aimé ça. j'ai pas du tout accroché, j'étais même déçu. Je me disais, écoute, le jeu est mis en place, j'avais plein de temps devant moi, je disais, je vais vite relancer. La deuxième partie, j'ai adoré ça. Et puis j'ai tout de suite enchaîné le lendemain avec une troisième partie. J'ai regardé, d'ailleurs, ta vidéo, j'ai regardé beaucoup de forums sur Board Game Geek de gens qui disaient qu'il y avait beaucoup de problèmes de calibrage au niveau du jeu. Puis ça, je pense que c'est très juste. Il a fallu que j'ajuste 2-3 trucs. Je suis allé un peu à l'encontre des règles. Puis j'ai un peu créé mon propre jeu dans le jeu, si on veut. Mais puis c'est là que vraiment j'ai trouvé la beauté du jeu. Donc, vite fait, pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle. Donc, Stardew Valley, c'est un jeu... Ça nous vient d'un jeu vidéo. Du même nom, qui est créé aussi par le même qui a créé le jeu de société. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant que le gars, il se dise, c'est pas mon domaine, mais je vais quand même essayer de l'adapter. Puis c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des petites lacunes de personnes qui ont pas l'habitude de créer des jeux de société. Mais voilà. Donc c'est un jeu où on va essayer de créer notre ferme, on va essayer d'aller en ville dans le village pour essayer de se lier d'amitié avec les gens de ce village-là. Donc ça, je vous parle du jeu vidéo. Et puis, il y a plein de choses qui vont arriver dans les différentes saisons, il y a des différentes... exemple, les tomates, on peut les faire que pendant l'été, des choses comme ça. Et puis, c'est vraiment comme un jeu de ferme qui est assez zen au final. Très zen. Et puis ça, bizarrement, je l'ai pas retrouvé dans le jeu de société parce que, contrairement aux jeux vidéo que tu peux jouer presque toute ta vie, dans le sens que les années vont s'enchaîner jusqu'à ce que vous décidez d'arrêter de jouer, le jeu de société se joue sur une année. Et puis, le but du jeu, c'est d'arriver, on va avoir 4 objectifs de fin de partie, en plus d'avoir des mini-objectifs. Donc, pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, c'est comme le centre communautaire qu'on essaie de restituer. Donc, ça veut dire qu'on a 6 mini-objectifs en plus de 4 objectifs. Et puis, si vous jouez à 1, 2, 3 ou 4 joueurs, ça va simplement vous faire... ça va scaler, comme on dit en anglais. Donc, ça veut dire que ça va vous faire... Exemple, si ça dit, ça prend 6... Il faut que vous ayez 6 or en fin de partie. Ça, si vous jouez à un joueur, c'est 6. Si c'est 2 joueurs, c'est 12. Et puis donc, ça va augmenter comme ça en difficulté. J'ai fait ma première partie à un joueur, donc j'avais que un personnage. Et j'ai trouvé que c'était impossible. J'ai regardé par après, puis par hasard, moi, je suis tombé sur les 2 pires objectifs qui sont presque impossibles quand on les jumelle ensemble. Donc, c'est ça qui a pas aidé. Et puis, j'ai vu beaucoup de gens dire qu'il faut absolument jouer à ce jeu-là. Même si tu joues tout seul, tu joues avec 2 personnages. Comme ça peut te varier tes actions. Et puis, parce que chaque personnage a une petite asymétrie où ils vont avoir certaines forces que d'autres n'ont pas. Et puis, à partir du moment que j'ai fait ça, là, j'ai vraiment tombé dans le jeu. Et puis, je sais pas si toi tu vas me rejoindre là-dessus, mais je pense que c'est clairement pas un jeu pour tout le monde. C'est un jeu, je pense que si vous avez aimé le jeu vidéo, c'est sûr que vous allez crocher parce que vous allez retrouver presque tous les éléments. Je suis quand même
bluffé de voir à quel point ils ont réussi à mettre tout ce qu'il y a dans le jeu vidéo dans ce jeu de société-là. Puis même des fois, c'est peut-être ça va à l'encontre de ce qui fait qu'un jeu est ludique, parce que là, on a tellement de choses, puis on veut tellement mettre plein de choses dedans. Mais moi, en tout cas, en tant que fan du jeu vidéo, j'ai adoré le jeu de société. Et puis, c'est un des rares jeux que je pense que je pourrais, quand j'ai 2-3 heures devant moi, peut-être me le ressortir puis me faire une partie en solo. Je pense pas que c'est un jeu que je présenterais à des gens qui n'ont pas joué aux jeux vidéo. Ça, c'est mon opinion. Donc, de Stardew Valley, qui a été créé par Eric Barone. Donc, ça, c'est lui qui a aussi fait le jeu vidéo. Et puis Cole Medeiros. Donc voilà, Stardew Valley. Donc toi, qu'est-ce que t'en avais pensé de ce jeu-là? Ben, moi, Stardew Valley, en fait, je te rejoins beaucoup là-dessus. Puis moi, c'est drôle parce que je n'avais pas joué aux jeux vidéo. Et par la suite, je me suis acheté une Nintendo Switch. Et là, j'ai commencé à jouer à Stardew Valley. Et je me suis rendu compte, waouh, ok, le jeu de société est vraiment comme le jeu vidéo. À l'origine, c'est l'inverse, là. Mais oui, non, j'ai vraiment trouvé le fait qu'on peut aller pêcher, on peut aller dans les mines, on peut aller faire plein de choses. Et j'ai trouvé que le jeu offre un côté sandbox, un côté ouvert, un bac à sable auquel on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et moi, l'élément pour lequel j'ai trouvé ce jeu, est-ce que tu as gagné? Alors les deux, la première partie j'ai perdu horriblement parce que j'avais les deux pires. Il fallait que j'aille, je trouve un poisson légendaire et puis que j'aille, c'était quoi l'autre truc? Il faut que j'aille jusqu'au bas de la mine, ce qui est presque impossible. Au bas de la mine, ça j'ai eu ça, c'est comme, non. C'est comme mais après deux ça, les choses deux autres j'ai spécialisées. gagné, Ok, t'as gagné, ok. Ben moi je dirais que j'ai joué majoritairement en solo uniquement, puis là ma dernière partie je l'ai joué avec deux personnages, mais j'ai vraiment trouvé, puis j'ai pas gagné encore, mais je pense que c'est un des rares jeux où que je sens pas le besoin de vouloir gagner à ce jeu-là, et c'est bizarre parce que la base d'un jeu de société c'est d'essayer de gagner, tu sais, puis gagner et perdre ça me dérange pas, mais le but va toujours être le même, d'essayer de gagner. Tandis qu'à Stardew Valley, j'ai comme juste le goût de faire mes petites choses, de errer, d'aller, je vais aller pêcher, je vais aller faire de la mine. Puis la partie fait comme terminer, j'aurais continué, un peu comme Stardew Valley, et c'est le feeling que le jeu fait, parce que Stardew Valley, moi je suis un fan jeux vidéo rapidement, mais chez les jeux vidéo, je suis pas un grand joueur. Je ne suis plus un grand joueur de jeux vidéo. Mais un type de jeu qui me fait toujours plaisir, c'est un jeu comme Civilization. Le concept du One More Turn. Hey, je vais faire seulement un tour de plus. Je me bluffe moi-même. Et avec Stardew Valley. Oui, c'est ça. Et il est 3h du matin, il faut que je me couche. À Stardew Valley, j'ai remarqué le même concept, c'est juste One More Day. Ben, je vais faire encore une autre journée. Mes légumes sont presque poussés. Là, je vais aller vendre ça. Là, je vais faire au moins une journée pour que je recommence frais, tu sais, que je sois prêt. Puis là, je vais faire une autre journée. Puis, à Stardew Valley, j'aurais pratiquement continué à jouer comme ça, juste de dire, je fais mes petites choses. Puis... Ben, c'est drôle parce que tu mentionnes ça, parce que dans le livre des règles, il y a justement écrit, il y a une variante où, en fait, tu peux jouer jusqu'à ce que tu finis les objectifs. Tu vois, dans le sens, si ça te prend une année de plus, ben, rejoue une année. Donc, je pense qu'ils ont essayé de retrouver ce même vibe-là. Mais je suis entièrement d'accord quand tu dis que c'est pas un jeu que je vais présenter nécessairement à tout le monde, parce que c'est un jeu qui est un peu long. Puis moi, je dirais que c'est drôle parce que ma critique pourtant était positive. J'ai juste souligné un point qui est la durée de jeu, qui va probablement tourner plusieurs, du fait que c'est 45 minutes par joueur. Et c'est long pour ce type de jeu-là, mais avec du recul, je jouerais plus longtemps. Tu sais, c'est drôle, parce qu'il y a des jeux, je suis pas un joueur de jeux longs, mais il y a des jeux comme ça que je peux jouer, puis c'est comme, mais ça me dérange pas de continuer à jouer. Récemment, il y a Eutia qui est sorti aussi, c'est un jeu que je continuerai, oui, la partie est longue, mais je continuerai à jouer, juste parce que c'est comme une expérience agréable. Puis Stardew Valley, moi, comme je disais, là, je dirais que je suis impressionné, mais j'aimais aussi que tu disais que c'est pas un designer de jeux de société habituel. Puis ça, c'est vrai. Ben, c'est drôle parce que c'est à son avantage et à son inconvénient, parce que d'un côté, on s'attendrait à plus d'un jeu de société, mais là, tu te dis, ben, pour un gars qui fait pas ça de son métier, il s'en est quand même bien tiré, tu sais. Tout à fait. Puis je dirais que, moi, c'est la qualité du matériel que j'ai été un peu déçu, les punchboards, le carton, c'est comme, ça déchire un peu, c'est difficile. Puis en plus de ça, nous, on a droit à une deuxième version. La première, il paraît que c'était pire. Je me suis renseigné, puis j'ai vu beaucoup de monde qui parlait de ça, puis là, ils ont corrigé certaines lacunes. Ouais, il y avait pas les organizers, il y avait pas les inserts. Les organizers sont magiques, c'est vraiment parfait. Tu prends des trucs pour placer les tuiles, ça fait en sorte que la mise en place reste là. Et je trouve que c'est vraiment un must pour ce jeu-là, je pense. Mais non, je trouve que le jeu offre tellement un beau cachet. C'est un de ces jeux qui est meilleur que ce qui devrait être. Je m'explique, d'un point de vue ludique, d'un point de vue avec tout ce qu'on a appris avec le jeu de société, c'est pas un jeu qui devrait être si bon que ça, mais pourtant j'ai énormément de plaisir. Et là, je reprends, il y a des jeux comme ça que j'ai comme, il y a un plaisir de jeu qui est comme plus grand que ce que je devrais. Puis je suis comme, mais c'est parfait, c'est bien, c'est bon signe pour un jeu.
Ouais, bon, après, tu vois, je me demande si c'est là que t'es pas en train de dire ça parce que t'es tombé dans le jeu vidéo. Tu penses pas qu'il y a aussi cette... Tu vois, on a un peu, comme on dit en anglais, rose-colored glasses, tu vois, c'est comme on voit tout d'un coup la vie en rose parce que on a un attachement à ça. Puis moi, je me dis, je serais intéressé de le sortir avec quelqu'un, justement, juste pour voir leur réaction, quelqu'un qui a aucune idée de cet univers-là, pour voir comment il trouve ça, tu sais. Ben, j'avais aucune idée de l'univers, moi, parce que je savais c'était quoi Stardew Valley, je veux dire, je sais qu'il y a eu un buzz là-dessus, tu sais, c'est une espèce de jeu indépendant, puis qui a été très, très populaire. Tout créé par un gars, ce qui est très moi, fou. c'est ça, ben, c'est un peu, ça m'a fait penser à une espèce de Minecraft. Tu sais, Minecraft exact. aussi, c'était un jeu indie qui a pris une proportion démesurée, puis là, avec Stardew Valley, puis le fait que, moi, c'est drôle, j'ai fait le chemin inverse. J'ai vraiment commencé avec le jeu de société, fait que je suis commencé comme toi, ben, pas comme toi, comme tu disais, frais, sans aucune connaissance de Stardew, puis me dire, ok. Puis c'est quand j'ai joué aux jeux vidéo, je me dis, ok, c'est clairement, je comprends tellement, c'est tellement réussi. C'est réussi comme adaptation. Donc, pour le deuxième segment, donc je vous avais dit, on va parler de notre invité, donc Sylvain, et puis bien sûr la chaîne L'École du jeu, dont tu fais partie. Pour ceux qui connaissent pas, L'École du jeu, on est bientôt à 15 000 abonnés sur YouTube, plus de 1400 vidéos. Donc, on parle de beaucoup de vidéos c'est depuis... ça fait 6 ans maintenant que cette chaîne-là existe. Si je me trompe pas, toi, ta première vidéo, on est en mars 2017, donc le 17 mars 2017. Est-ce que tu pensais à ce moment-là encore être actif sur YouTube 5 ans plus tard? Je savais pas, en fait. C'était un projet que ça faisait longtemps que j'avais envie de partager ma passion. Parce que, comme je dis souvent, c'est parti d'un passe-temps à un hobby, à une passion, et on se le cachera pas, à une obsession. À un certain moment donné, le jeu de société a pris tellement de place dans ma vie, je me suis dit, j'ai besoin d'en parler, puis je suis quelqu'un qui parle énormément. J'ai beaucoup de choses à dire, et je pense que la tribune de YouTube était tellement intéressante pour ça, mais je pensais peut-être pas que ça allait prendre autant d'importance dans ma vie. Puis je dis ça parce que oui, ça prend beaucoup de temps, mais ça occupe également mes pensées, puis je pense que ça me fait du bien. C'est presque thérapeutique pour moi. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'en fait, tu me dis si je me trompe ou quoi que ce soit, mais je crois que j'ai raison ici, mais c'est JP qui a commencé la chaîne, c'est lui qui l'avait en premier. Puis toi, tu le connaissais, JP, de... Oui, en fait, on s'était connus à travers des forums, à travers Facebook, à travers des groupes comme ça, donc c'est pas un ami proche de moi, par exemple. C'était quelqu'un que je fréquentais sur les réseaux sociaux ou les médias sociaux. Puis quand JP a commencé la chaîne, moi-même, ça faisait longtemps, j'avais déjà écrit beaucoup, j'avais même eu des correspondances avec Rado, parce que Rado était une espèce ça a été le premier, Rado est un YouTuber anglophone que je suivais beaucoup à l'époque, puis j'aimais beaucoup ce qu'il amenait comme un petit côté un peu, là, pas beaucoup de montage, tu sais, juste parler de son cœur de jeu de société, tu sais. Puis ça faisait longtemps que ça me travaillait, de dire, j'aimerais ça faire une chaîne. Puis là, quand JP a commencé la chaîne, j'ai comme fait, est-ce que, puis là, je voyais plusieurs chaînes qui ont comme commencé à sortir, là, tu sais, le professeur Board Game aussi a commencé un peu après. Puis tu sais, j'ai vu quelques chaînes commencer à lever. Puis là, je me suis dit, est-ce que je pars ma propre chaîne YouTube? Parce que c'est quelque chose que je faisais longtemps que j'y pensais. Avant même que l'école du jeu arrive, c'était déjà dans mes projets, là, tu sais, de faire ça. Mais il manquait peut-être le petit coup de pied, le petit kick, là, pour pouvoir commencer. Puis là, quand j'ai vu JP, il a commencé un peu, il a commencé à rouler un peu. Puis j'ai fait, tiens, je pense que ça pourrait être intéressant de pouvoir faire quelque chose puis de pouvoir m'allier. Fait qu'au lieu de faire ma chaîne puis bon, je dirais pas compétition parce qu'on n'est pas en compétition avec les autres YouTubers. Il y a du monde qui pense ça là, mais on est plus une belle communauté, je pense. Mais le fait de pouvoir justement aller avec un projet dans lequel je croyais, parce que j'aimais beaucoup la présentation de JP, j'aimais beaucoup son dynamisme, je me retrouve beaucoup, puis c'est quelqu'un avec qui je m'entendais bien. Fait que sans être un ami proche, parce qu'on habite quand même à 1h30 de distance, sans être un ami proche, c'était quelqu'un que j'aimais fréquenter sur les réseaux sociaux. Puis je pense que l'idée pouvait être complémentaire. Et c'est ça le but. Tu disais avant qu'il n'y a pas de compétition dans ce milieu-là, mais est-ce que des fois ça t'arrive, vu que toi tu dis que c'était dans tes projets de lancer une chaîne et tout, est-ce que ça t'arrive de dire, mais tu sais, c'était pas ma chaîne au début, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, t'aurais quand même aimé avoir, tu sais, je suis peut-être vraiment dans le champ, hein, mais est-ce que t'aurais voulu que ce soit à toi? Ben,
Ça dépend. Il y a un moment donné que je me suis demandé, je crée un peu, tu sais, si JP décide d'arrêter ou tu sais, on reste que quand un projet prend une certaine importance puis qu'on est plusieurs personnes, mais il faut voir est-ce que nos idées se rejoignent bien parce que oui, la chaîne est à JP. Officiellement, JP il voudrait me barrer de la chaîne si jamais on aurait une chicane ou quelque chose comme ça, il pourrait le faire. C'est à lui, c'est lui le compte YouTube, c'est lui qui a parti la chaîne. Ouais. Mais là, je pense que on est tellement rendu dans un projet collaboratif puis je m'entends très très bien avec JP. JP est une personne le fun à fréquenter, j'ai beaucoup de plaisir, on se voit pas souvent, mais je sais que nos idées quand même font en sorte qu'on fait progresser la chaîne. Puis je pense que JP seul, peut-être qu'il aurait pas nécessairement eu la motivation de continuer parce que ça demande, tu le sais là, ta chaîne elle roule déjà depuis un petit bout, t'as une chaîne qui marche très bien, qui a une très belle progression, mais c'est pas le cas pour toutes les chaînes YouTube. Et c'est difficile de percer là-dedans. Puis encore une fois, je trouve que l'idée de m'allier, de faire une espèce de ça nous permet de pouvoir être plus constant, de pouvoir sortir également plus de vidéos. Puis je pense que moi et JP, on a des goûts un peu différents, mais on a surtout une approche un peu différente. Puis il y a des gens qui vont préférer JP, il y a des gens qui disent « Ah, mais moi j'écoute juste JP, j'écoute pas Sylvain. » Puis tu sais, JP a une espèce de côté avec le monde, mais moi aussi, tu sais, JP va présenter beaucoup de jeux, mais moi j'en joue beaucoup. Fait que JP va souvent parler des jeux, mais moi je vais donner mes avis, tu sais, fait que je pense qu'on se complète bien, puis c'est ça qui fait en sorte que j'ai autant de plaisir, c'est que c'est pas juste ah ben là il faut que je sorte 2-3 vidéos cette semaine, là, ok, tu sais. Là j'ai comme on est ensemble, là, on regarde notre calendrier de sortie, on essaie de voir des choses. Fait que non, je pense que c'est l'aspect collaboratif vient vraiment donner plus de plaisir au produit aussi. Ben, ça enchaîne parfaitement avec ma prochaine question, parce que moi, je me disais, tu sais, après tant de temps sur YouTube, comment tu fais pour trouver la motivation à produire du contenu avec une telle fréquence? Parce que tu le dis, on le dit avant d'enregistrer, puis tu viens juste d'en parler un peu. Vous sortez presque 4 vidéos par semaine, ce qui est énorme. Puis je peux vous dire, en tant que quelqu'un qui en fait une par semaine, je trouve que ça demande tellement énormément de temps. Donc, comment tu fais pour pas te dire, justement, cette semaine, j'ai pas envie? Ben, c'est difficile, mais je pense qu'on s'est fait un calendrier de sortie, puis malgré le fait qu'il y a personne, puis là, il y a des gens qui disent, tu sais, on a un commanditaire, une boutique, on a également, on commence à recevoir des commandites de distributeurs, de compagnies, des choses comme ça, mais je pense qu'en ayant un calendrier, puis qu'on ait un calendrier fixe, on se dit, hey, ok, on va faire une sortie, puis ça sert de motivation un peu de dire, ok, ben là, il faut que je me mette les fesses, parce que non, c'est pas toutes les semaines que j'ai envie, mais je me dis, ah non, il faut que je sorte, puis c'est arrivé des fois des semaines où on a sorti, tu sais, 3 vidéos, ou même, tu sais, un peu moins, ou un peu plus des fois, mais je pense qu'en se donnant une espèce de standard, mais il y a personne qui nous demande, là. JP me dit pas, ah, Sylvain, tu dois obligatoirement sortir 2 vidéos, notre commanditaire nous dit pas, ben là, vous devez sortir absolument tant de vidéos, pas du tout, c'est quelque chose de personnel, mais je pense que c'est ce qui nous aide à continuer sur la chaîne, c'est de avoir de la constance, une cadence, puis c'est ça qui est difficile pour une chaîne YouTube, c'est d'être constant, de sortir ne serait-ce que une vidéo par semaine, comme tu dis, mais régulier, puis un coup on prend ça, ben c'est comme une espèce, je peux en faire 2. Ouais, c'est clair. Puis après, ça dépend aussi le genre de vidéo. Parce que tu fais exemple, moi, des fois, je fais des comment jouer, puis avec 2 caméras, une en haut, avec 3 heures de montage. Là, c'est sûr que ça, tu peux pas faire ça à chaque semaine ou en faire 4. Mais c'est vrai que des fois, je me dis... Moi, ça fait 2 ans. C'est vrai qu'il y a des semaines où je me dis, écoute, est-ce que... Puis, tu sais, je regarde ma femme, puis je dis, écoute, on n'aura pas le temps ce soir de faire ça parce qu'il faut que je fasse ma vidéo. Puis elle, des fois, elle me dit, mais tu sais, il y a personne qui te demande de faire ça, tu sais. Mais moi, je pense que c'est important, tu le dis, cette idée de constance. Sinon, moi, je suis quelqu'un qui va vite perdre la motivation. Donc, c'est vrai que te dire, écoute, moi, chaque mercredi, je sors quelque chose, ça te force à, des fois, être créatif, là. Ah, j'ai pas 4 heures pour filmer, fait que faut que je trouve un format qui est plus rapide, des choses comme ça. Puis, ouais, c'est vrai que je te rejoins assez là-dessus parce que c'est vrai que c'est ça qui nous garde actifs, qui nous garde alerte aussi dans ce milieu-là. Toi, quand tu as commencé il y a 5 ans, est-ce que quand tu regardes maintenant le monde YouTube et tout, c'est quoi qui a changé le plus? Ben, il y a beaucoup plus de gens, mais surtout, il y a beaucoup plus de personnes qui jouent aux jeux de société. Ouais. Puis j'ai vu, je pense qu'on est dans une espèce d'âge d'or du jeu de société moderne, du fait que maintenant, c'est plus juste une espèce de noyau de gens un peu spécialisés, un peu hérétiques, un peu hors social. Le jeu de société est rendu quelque chose de très populaire, ne serait-ce que de voir les cafés ludiques qui ont vraiment un essor incroyable. Et je suis allé dans un café ludique il n'y a pas si longtemps que ça, je jouais avec des amis, c'est plutôt rare que je sors de chez nous, mais je suis allé dans un café, puis je me suis rendu compte, j'ai regardé la démographie, et je regardais, je dis, waouh, ok. Les gens amènent une date. Les gens apportent une espèce de première soirée de couple. C'est une espèce de belle façon. Je
j'aurais aimé ça que ça existe, moi, dans le temps que je datais, tu sais. À la place d'aller au cinéma tout le temps. Ouais, c'est ça. Je suis marié depuis longtemps, mais je dirais que de voir la démographie, de voir que c'est tellement tout le monde maintenant qui joue à des jeux de société, c'est rendu quelque chose de... Les jeunes vont moins sortir, vont faire des soirées de jeux, et ça, c'est super. Puis je pense que c'est ça que je vois. Je vois que le hobby commence à être de plus en plus accessible. Ouais. Puis ça, pour moi, c'est super. Puis je pense que c'est vraiment une des raisons du fait que j'aime partager ma passion, c'est que je veux montrer, je veux répandre la bonne nouvelle. Puis justement, en parlant, tu disais qu'il y avait beaucoup plus de monde aussi sur YouTube et tout. Est-ce que tu dirais que tu as des comment dire, un peu comme des idoles ou des gens qui t'inspirent dans le milieu, qui dans tes débuts, tu as parlé un peu de Rado. Ouais. Donc est-ce que tu as des gens qui t'influencent comme ça? Pendant un bout de temps, je consommais énormément de médias ludiques un peu partout. Puis j'ai appris justement, bon, ceux-là que j'aimais moins. Puis c'est drôle parce que plus le temps avance et moins des fois je vais écouter moins de monde parce que j'ai toujours, puis ça c'est juste dans ma tête, je pense, je fais des grandes confidences là. J'ai toujours peur que quelqu'un dise comme mais tu dis comme un tel reviewer, mettons tu dis comme Tom Vassell a dit la même chose, tu sais. Puis là je veux pas que les gens pensent que je suis influencé parce que les autres vont dire, parce que je suis très structuré comme personne, puis j'aime avoir mon propre opinion, puis j'ai comme une espèce de protocole moi quand je fais des revues, tu sais, j'en mets plus qu'il faut, très méthodique, c'est juste très méthodique, merci, c'est le mot que je cherchais. Je suis très méthodique, puis je voudrais pas que quelqu'un dise ben là tu dis ça parce que Rado il a dit ça dans ça. Non, c'est parce que c'est mon opinion. Fait que j'essaie d'écouter moins de médias ludiques, mais je dirais que le format qui me rejoint le plus, c'est vraiment le format de Dice Tower, le format de Tom Vassell. Puis je sais, Tom Vassell, pour ceux qui ne le savent pas, est un des YouTubers prominents. Je pense que c'est vraiment la tête du hobby c'était anglophone. Le premier, il me semble. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps qu'il roule ça. Puis c'est un des premiers qui a gagné sa vie avec ça. Dice Tower est une espèce de consortium, mais Tom Vassell. Donc Tom Vassell va jouer à beaucoup de jeux. Et il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Mais Tom. Mais quand tu joues à une tonne de jeux comme ça, là, il peut pas se permettre de jouer. Il a pas joué 50 parties là, d'un jeu avant d'en parler. Il parle de son opinion. Et c'est ce que les gens ont tendance à oublier. Lorsqu'un YouTuber, on a toujours une partie structurée. On explique le jeu. Ça, c'est le point de vue théorique. Mais après ça, l'opinion, là, prends-en autant laisse. Il y a des YouTubers avec lesquels je me rejoins plus, d'autres moins. Puis l'opinion d'un YouTuber, moi, là, habituellement, là, changera pas mon opinion d'un jeu, là. Je suis rarement influencé. Moi, ce que je veux voir, puis c'est pour ça que je parle de Dice Tower, j'aime le format. David, du Professeur Board Game, explique des jeux en long et en large. Il vient de faire une vidéo de 2 heures sur Welcome to the Moon à expliquer chacun des scénarios. Ah mon Dieu! Oui, ça, c'était un peu too much. Mais... pour ma part, j'aime le format de Dice Tower, du fait que je fais une introduction, je présente les grandes lignes du jeu. Je vais pas t'expliquer les règles au complet, mais je vais te donner, savoir si le genre de jeu que tu vas aimer. Je vais te donner le pitch de vente, puis un peu le flow du jeu, comment que le jeu se joue. Bon, finalement, je finis par souvent en mettre beaucoup plus de règles que ce que j'aurais voulu, mais moi, c'est ça que j'aime dans le jeu. Je veux voir, est-ce que tu peux capter mon attention en 5 minutes? Montre-moi le jeu, puis je veux être intéressé. Fait que Rado faisait ça. Rado lui filmait des parties. C'est un des premiers que j'ai écouté ardemment. Ma femme, elle disait, pourquoi t'écoutes ce gars-là jouer un jeu tout seul, qui se parle tout seul? Puis elle comprenait pas. Puis il faut dire que ma femme est beaucoup moins joueuse que moi. Je suis un cordonnier mal chaussé. je joue pratiquement jamais avec ma femme, ok? La dernière partie à 2 joueurs, c'est pendant nos vacances d'été, l'été passé, puis c'est parce que je l'ai pratiquement forcé à dire comment on joue un jeu à 2, là. Puis tu sais ce que c'était, oui, on a joué à Botanique. Ok, ouais, Botanique, un bon petit jeu, chercher un petit jeu à 2, là, tu sais, j'ai joué à Patchwork avec elle. Notre ami Sébastien Pochon, Mais c'est ça, fait que je dirais que, tu sais, ma femme ne joue pas, donc, une espèce de le hobby est différent un peu pour moi aussi. Du fait, puis là, je pars sur une autre tangente encore, mais je dirais que ma femme est infirmière, puis elle travaille beaucoup de soir, puis c'est ce qui me permet de pouvoir travailler avec la chaîne, de pouvoir continuer la chaîne avec autant d'énergie, c'est que ma femme travaille le soir, donc le soir, moi, j'ai la routine des enfants, puis ça, j'ai 2 enfants, 10 ans puis 7 ans, donc on arrive de l'école, fait la routine des devoirs, puis ça, mais quand les enfants sont couchés, j'ai du me time, j'ai du temps à moi, puis c'est là que je peux jouer, que je peux filmer, que je peux faire du montage, fait que tu sais, j'en profite, puis je dirais que le week-end, je ne joue pratiquement jamais le week-end, parce que c'est en famille. Puis ça veut dire que toi, exemple, tu viens juste de le dire, mais donc toi, tu fais ton montage, toi, tu filmes tout, puis t'envoies ça directement sur la chaîne, puis JP fait la même chose. Fait que vous êtes vraiment indépendants dans vos vidéos. Oui, on est deux personnes indépendantes. On a chacun nos façons de faire, on a chacun nos montages. Puis je dirais que, tu sais, JP, des fois, il prend des formats avec plus de montage. Moi, je prends des formats un peu plus ouverts, là, tu sais, des fois, là, je suis moins structuré dans mon montage. Je veux
parler de jeu plus que de faire du gros montage, parce que tu le sais comme moi, hein, c'est tellement du travail faire du montage. Tu sais, pour une vidéo d'1 heure, tu sais, je veux dire, je sais pas comment il a fait de montage David pour sa vidéo de 2 heures, mais c'est toujours presque x2 pour le montage et tout. Si vraiment tu te retapes tout puis tu coupes au temps mort. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un concept ou une vidéo que t'étais genre, ça c'est sûr que ça va marcher, j'aime le format, puis en fait ça a juste pas pogné, ça a pas attiré, ça a pas trouvé son audience? Non, pas tant que ça. Faut dire que je vais vraiment faire des comptes. Tu sais, je fais assez standard comme gars. Tu sais, j'aime beaucoup faire des tops. Puis ça, c'est drôle parce que quand je parlais avec JP, le fait qu'on se combine bien, c'est que JP aime pas ça classifier. JP aime pas ça faire des tops. C'est vraiment, il a fait son top 100 sur la chaîne parce que c'était un bonus Patreon. Mais je veux dire, JP à la base, il aime moins ça classé. Tandis que moi, avec ma méthode, j'adore ça. Je me mets tellement de paramètres. Puis là, moi, c'est comme, je vais crunchy numbers qu'on dit en anglais. Là, mais je vais regarder là, puis je vais comparer ça puis ça. Puis là, ok, c'était le feeling. Puis moi, j'aime ça, c'est un exercice que j'aime faire. Donc, je pense que les tops sont relativement très populaires, on s'entend, puis les gens aiment ça, des tops. Puis j'aime ça produire des tops aussi. Fait que je pense que c'est un type de vidéo que j'aime beaucoup. Donc, je pense pas que j'ai vraiment beaucoup de concepts. Vince, anciennement de la chaîne, notre ancien collègue Vince, avait des concepts un peu plus funky. Lui, c'était les pourquoi je n'aime pas, puis il aimait faire réagir avec des trucs. Moi, je suis un peu plus traditionnel, faut croire. Je suis comme... J'aime ça les vidéos comme ça. C'est drôle parce que tu viens d'enchaîner directement dans ma prochaine question. Vince, son départ, lui, il était avec vous assez longtemps? T'arrives à me dire combien d'années? En fait, je sais pas exactement combien d'années. JP a commencé, on va faire un petit organigramme de l'histoire de l'école du jeu. Alors, JP a commencé la chaîne. Ensuite il y avait Joe. Un peu de temps, il y a eu Joe. Puis en fait, Joe, c'est encore là, j'avais connu Joe avec les médias sociaux, mais Joe, je le vois beaucoup plus souvent. Joe habite à 5 minutes de chez moi. Puis Joe a commencé, puis au même moment, moi aussi, là, fait que je pense à quelques semaines d'intervalle, là, tu sais, moi puis Joe, on avait parlé à JP, puis là, ben, Joe a comme rentré, puis pas longtemps après, j'ai rentré, fait qu'on était à 3 pendant un bon bout de temps. À un moment donné, Joe a perdu un peu l'intérêt. Tu sais, Joe, il une personne vraiment géniale, là, vraiment super, mais à un moment donné, il a comme eu moins le goût, puis là, il était comme la pression de qu'on s'oblige à sortir, puis là, il y avait plus de plaisir à le faire, puis tu sais, c'est correct. Puis de temps en temps, on avait Vince qui venait, puis Vince était un peu plus différent. Vince a ses opinions. Vince a également son auditoire parce que il est différent. Vince était très différent. Il est très c'est un hipster ludique que je dis souvent. Là, c'est comme si c'est tendance, il va l'haïr. Fait que même, tu sais, c'est comme. Mais encore là, il y a une expérience sur des vieux jeux, des boss, puis des choses comme ça, des jeux qui sont comme plus des classiques. Puis Vince a une vision différente, puis un peu plus, tu sais, moi puis Vincent, même des réseaux sociaux des fois, là, tu sais, c'était touché. Là, en personne, j'adore ce gars-là, mais des fois, on s'est pogné un peu, là, puis on avait des frictions, puis Vince aime ça faire réagir. Fait que je pense que Vince, ça a été ça après. Puis là, ben, à un moment donné, Vince, justement, là, la vie fait en sorte qu'il y avait moins de temps à consacrer à la chaîne. Puis là, ben, il est comme parti. Puis là, ben, moi puis JP, on comme dit qu'on peut continuer fort à 2. Puis en faisant ça, ben, justement, on peut sortir nos 4 vidéos par semaine. On sort 2 vidéos chacun. Puis ça fait en sorte qu'on a une contribution égale également. Puis je pense que c'est ça qui aide la chaîne. Le fait qu'on ait une contribution, moi et lui, la même chose qu'on produit. Fait que c'est pas comme, JP produit 5-6 vidéos puis j'en fais une. Comme... Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment, je pense que c'est ça, le fait qu'on soit une équipe. Puis c'est ce qui donne beaucoup de punch, là. On voit de plus en plus d'articles, de vidéos et puis d'opinions de gens qui parlent de la surconsommation des jeux. Le nombre de jeux, il y en a de plus en plus à chaque année, c'est presque impossible. Même nous, c'est presque notre, comme tu disais, notre obsession, on n'arrive pas à tout jouer. Est-ce que toi, tu vois ça, tu sais quoi ta vision sur l'avenir des jeux de société? Est-ce que c'est plutôt optimiste ou plutôt pessimiste? À se dire que là, on va tomber vraiment dans on te crache des jeux juste pour te faire acheter. Tu vois ça comment, toi? Ben, c'est difficile parce que plus le jeu devient populaire, plus le jeu devient accessible, et plus il va y avoir des gens qui vont sortir des jeux. Et là, la qualité des jeux a pris également une grosse dérape. Si on regarde sur Kickstarter, je sais que t'es pas un fan de Kickstarter, mais sur Kickstarter, il y a, en bon québécois, il y a de la râche là-dessus. Okay? Il y a des jeux, pis ça, je sors mon bon québécois pour ton auditoire, mais il y a des jeux qui sont vraiment médiocres, mauvais et vraiment pas testés. Et c'est pas tout le monde, pis c'est pour ça que oui, je consomme du Kickstarter, mais je consomme du Kickstarter en raisonnant un peu. J'irai pas backer n'importe quoi parce que oui, la qualité des jeux va en montant. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je pense que plus tu mets de jeux différents, plus les gens ont du choix, mais plus les gens risquent de tomber sur un jeu qui est mauvais. Fait que oui, c'est le fun de voir que le hobby va bien, parce que s'il sortait juste 10 jeux par année, ce serait inquiétant un peu. Tandis que là, je trouve ça le fun de voir que le hobby va bien, mais oui, ça peut être dangereux. Ça peut être les gens vont dire, j'ai ces jeux-là, c'est mauvais, là, c'est comme ordinaire, là. Fait que c'est ça, je pense que je dirais que, tu sais, je vois ça d'un point de vue optimiste, parce que je pense que c'est une bonne chose, mais oui,
La surconsommation. Puis là, les gens vont souvent dire aussi, mais on le sait bien, toi, t'es un influenceur. Et là, je veux pas commencer sur ce terme-là. Je suis pas un fan du mot influenceur. Moi, je suis pas une Insta-babe, là. Je suis là pour parler de... Appelez-moi un critique ludique, un ludologue. Je sais pas, il y a plein de beaux termes qu'on pourrait utiliser plutôt que influenceur, parce que... Oui, au final, on parle de nos opinions, on parle de nos choses, puis oui, ça va probablement influencer d'autres personnes, mais c'est pas un terme nécessairement que j'aime. Moi, je veux partager les jeux, je veux les rendre accessibles pour tout le monde. Mais est-ce que ça t'est arrivé, exemple, des fois, de peut-être regretter, de dire, mais celle-là, je trouve, allez-y, achetez ce jeu-là, puis finalement, 2 semaines après, tu dis, c'était pas très bon, puis là, tu te dis, il y a peut-être des gens qui l'ont acheté pour ça, ou tu regardes pas trop à ça, ou... En fait, j'ai toujours de la misère, parce que si quelqu'un va m'écrire, parfait, je l'ai acheté à cause de toi, puis là, j'ai comme une espèce de pression supplémentaire sur mes épaules, on me disait comme... Est-ce que je me suis planté, là? Est-ce que le jeu avec du recul va avoir autant de ça? Puis c'est une des raisons pour laquelle un des segments que j'ai sur la chaîne qui s'appelle le throwback. Le throwback, c'est un retour en arrière. Et comme je disais, j'aime beaucoup les statistiques. Donc, chaque fois que j'acquiers un jeu, je le rajoute dans ma ludothèque virtuelle, puis je marque la date d'acquisition. Fait que je peux savoir facilement quel jeu j'ai acquis l'an dernier. Puis l'idée du throwback était ça, du fait que je parle souvent, puis c'est un segment que j'adore, ne serait-ce que pour moi-même, pour mes propres habitudes de consommation ludique, pour rejoindre la surconsommation, c'est que je vois quel jeu j'ai acheté à ce moment-là, quelle a été mon opinion, parce que la première partie que j'ai joué d'un tel jeu, j'ai vraiment aimé ça, puis là j'ai joué 4-5 parties, j'ai fait une vidéo, puis après ça j'ai rejoué, puis j'ai comme ok, finalement c'est semi. Puis moi j'aime ça faire une rotation de jeux, fait que je pense que le fait que des fois je vais avoir des jeux, puis avec du recul, je suis comme ok, c'était bon, mais c'était pas si bon que ça, donc je pense que c'est la pression que les gens vont jouer, tu sais, je parle de Ark Nova, je suis je parle beaucoup de Ark Nova récemment, puis là je me dis tout le temps, est-ce qu'il va être déçu parce qu'ils ont trop mis les attentes trop élevées? Ouais, bon, il est rendu trop tard, hein. Je veux dire, avoir le buzz autour de ce jeu-là, c'est impossible d'avoir des attentes peu élevées. Non, puis tu sais quoi, c'est un des rares jeux que je vais dire parfait, excellent, mettez le hype où si vous voulez, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Stamp of approval. Boom! Dernière question pour toi avant qu'on passe à nos top 5. Yes. C'est quoi que tu dirais qui est ton plus grand accomplissement ou ta plus grande fierté depuis que tes débuts sur YouTube puis dans le milieu du jeu? Est-ce que t'as rencontré quelqu'un ou t'as fait quelque chose que tu dis ça, c'est un de mes highlights de ma vie, telle chose? Okay. Je dirais, puis ça c'est difficile, et c'est une super bonne question, j'aime ça. Je pense que puis il faut faire toujours attention, parce que premièrement, je fais pas sur YouTube pour devenir connu. On s'entend, c'est dans le domaine du jeu de société. On aurait choisi autre chose, hein? Ben c'est ça. Mais si je suis dans une boutique de jeux, puis je me fais reconnaître, ou quelqu'un vient me parler, ou dire c'est vrai, t'es le gars de l'école du jeu, ça me fait toujours un petit vlog. Puis encore une fois, il faut tellement que je fasse attention quand je parle de ça, parce que je veux pas avoir l'air d'avoir un ego démesuré, là. Mais mettons que je suis en convention, puis il y a des gens qui viennent me voir, puis j'aime ça ce que tu fais, puis tu sais, ça fait comme wow. Tout ce que je fais dans mon sous-sol, là, tout seul, on s'entend, là, je filme devant une caméra, je fais du montage, je le fais pour moi. Oui, je vois la réception des gens en ligne, puis de voir les commentaires, mais quand t'es sur place dans une convention ludique puis que le monde te connaisse, tu sais, c'est comme... Puis encore une fois, je veux pas... C'est tellement drôle, parce que j'ai tellement l'air égocentrique quand je parle comme ça, moi-même, quand je le dis, mais ça fait un petit vlog, mais c'est le fun de voir que, wow, tout le travail que je fais, là, les gens m'écoutent. Puis les gens me disent, oui, c'est vrai, t'as écouté telle vidéo, t'as aimé tel jeu, ou les gens répondent un peu à ma place sur mes goûts ludiques. Tu sais, moi, c'est bien Terraforming Mars, c'est du jeu à Sylvain. C'est le fun de voir que j'ai accompli ça du fait qu'on a tellement été constant, puis c'est notre constance qui fait en sorte ça, mais de pouvoir avoir du monde qui nous connaissent là-dedans, puis de justement, j'arrive dans une boutique de jeux, je pense pas me faire reconnaître à l'épicerie, là. Non, c'est sûr, il faut que ça dans un endroit spécialisé. C'est ça, faut être raisonnable, tu sais. Puis comme je dis, le but d'être sur YouTube, c'est pas pour ça non plus, mais je pense que c'est une espèce de récolte qu'on fait à un moment donné, puis je sais pas, toi, c'est que mettons que tu t'en vas à l'extérieur, tu t'en vas en convention ludique, quelque chose comme ça, mais tu sais, t'es rendu quelqu'un, t'es comme, les gens te connaissent un peu, les gens reconnaissent ta voix, reconnaissent ton visage, puis te voient, puis c'est une espèce de hey, c'est pour ça que je fais ça, le monde m'écoute. Hey, c'est le fun, ça. Mais tu sais, je te rejoins à 100%, hein, puis moi, tu sais, moi, je suis prof, j'ai des ados, moi, qui ont entre 15 et 17 ans, puis c'est beaucoup comme ça en Suisse, puis je trouve que dans la société, on a tellement peur de dire qu'on veut se mettre de l'avant. Puis moi, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut... Tu sais, je trouve que tu t'excuses un peu trop, là. C'est correct de dire c'est cool de se faire reconnaître. Je veux dire, on est sur YouTube, sinon on ferait d'autres plateformes, on se cacherait le visage. C'est sûr qu'il y a une partie de nous qui aime se faire
reconnaître pour le travail qu'on fait parce qu'on travaille fort sur ces vidéos-là. Je dis on, mais tu vois, j'essaie de m'inclure dans ta gloire. Moi, ça m'est arrivé à Cannes une fois. Il y a quelqu'un qui... j'ai enlevé mon masque 2 secondes, puis il y a quelqu'un qui a dit « Hey, t'es le gars dont joue-tu? » Puis je te rejoins là, complètement. Tu sais, moi, j'ai un auditoire, je suis à 3500 abonnés, c'est plus petit que vous autres, mais c'est vrai que tu te dis « Ah, ben, il y a quelqu'un à quelque part... » qui a vu quelque chose, puis c'est pas juste ma mère, puis c'est pas juste mon frère, tu vois. Donc ça, je trouve que c'est super important, puis tu t'aurais pas honte à dire ça. C'est tout à ton honneur, mon cher Sylvain. C'est gentil, mais c'est le fun. C'est comme, c'est une espèce d'avoir, puis là j'en parle, puis j'ai une convention la semaine prochaine que j'ai hâte d'aller, une espèce de week-end de jeu que là c'est vraiment, tu sais, d'habitude, bon, les conventions, c'est souvent le côté aussi, le PR qu'on dit en anglais, tu sais, le discuter avec les éditeurs, les auteurs, des choses comme ça, mais là, la prochaine fin de semaine, je m'en vais jouer, là. Tu sais, ça va être le fun pour ça. Ouais. Mais oui, c'est à voir. Je vais peut-être couper ça dans le podcast, mais ça pourrait être intéressant. Faudrait qu'on en parle avec peut-être David et tout. Faudrait qu'on se fasse on parte une convention de youtubeurs de jeux de société québécois. Ça me donnerait une raison de descendre. C'est ça? Gathering of Friends. Ça me donnerait une raison de descendre au Québec à chaque année. Puis... C'est super ça, mais les anglophones font ça, The Gathering of Friends, qui est une espèce de, je pense que c'est Alan Moon à l'origine qui a parti ça, le créateur, le designer de Ticket to Ride, qui fait une convention qui s'appelle justement le rassembler nos amis. Fait que c'est tous des gens de l'industrie. Fait que c'est sur invitation seulement. C'est pas une convention que tu peux aller. Puis là, ben, j'ai une personne avec qui que je discute souvent, un éditeur. Puis là, il a montré une photo là-bas. Puis je suis comme, oh my god, j'ai comme la petite groupie en moi, tu sais. Les designers, tu sais, Freedom and Freeze, mettons, va être là. Puis tu sais, un paquet de designers de partout. Puis oh mon dieu! Ouais. Nous, on a un de mes collaborateurs habituels, Benji, qui est fan fini de David Turkzy, puis il essaie de dire, mais si un jour on peut trouver une façon de l'amener puis qu'on puisse le voir, c'est genre le highlight de sa vie, tu sais. Mais c'est le fun comme ça, puis je veux dire, autant qu'il y a du monde qui vont être contents de nous voir, nous autres, on a du monde qu'on regarde, ben oui. Moi, mettons, d'avoir l'occasion, mettons, d'aller à Gen Con, d'aller voir Rado, puis ça serait tellement le fun, j'aimerais tellement ça aller discuter avec ça, tu sais. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on aspire. Il y a des gens comme ça qu'on regarde, tu sais, qu'on voit. Monsieur Vassal, j'aimerais ça le rencontrer, Tom Vassal. Ouais, c'est drôle que tu dis ça, parce que moi aussi, je suis un peu dans ton cas. J'ai une femme qui est pas... Ouais, bon, elle va jouer avec moi quand même plus souvent que la tienne, je pense, mais c'est pas non plus son gros trip dans la vie, les jeux de société. Puis nous, on a eu la chance, une fois, d'avoir en studio, Sébastien Pochon, justement celui qui a créé Botanique, Jaipur, tu vois, un des plus gros créateurs de jeux dans le monde francophone. Il vit juste à côté de chez nous. Fait qu'il est venu chez moi, dans mon appartement, puis il a soupé avec nous autres, puis tout, puis quand il est parti, ma femme a dit, mais on aurait dit que tu venais de rencontrer Justin Bieber, tu sais, j'étais vraiment comme... Puis quand t'as fait ce jeu-là, tu pensais à quoi? Puis tu sais, fait que c'est vraiment comme un peu starstruck, non? Donc je te rejoins, c'est vrai que c'est tous des gens que nous aussi, on est groupés de quelqu'un, tu vois, puis je pense que eux autres aussi ont la même chose. Mais c'est le fun parce qu'on peut développer aussi des liens par rapport à ça. Puis moi, j'ai une personne, un designer, que Jean-François Gauthier, le designer de Goblivion et de Dinoblivion. Puis à l'origine, c'était vraiment une rencontre de professionnel, là, qu'il m'a envoyé une copie de son jeu pour que je couvre son projet Kickstarter, et on s'est rendu compte que oh wow, il a vraiment des bonnes idées, puis Jeff est devenu un ami proche, puis Jeff, c'est le mercredi soir, Jeff est chez moi et on joue à chaque semaine. Fait que, puis là c'est drôle parce que je deviens pas très impartial des fois quand je parle de son jeu, je suis obligé de me faire un long disclaimer là, c'est clair. Mais il y a des jeux, je sais pas si t'as-tu joué à Dinoblivion? Dinoblivion, il m'a envoyé une copie pour que j'en fasse une vidéo. Parfait. Tu sais, je dirais que c'est des bons jeux, puis j'aime les idées que Jeff a, puis j'ai testé beaucoup de ses prototypes, là je suis en train de tester aussi son nouveau prototype, puis c'est comme Jeff qui était comme un designer intéressant, puis là c'est devenu un ami avec ça, fait que j'ai comme tissé des liens, puis ça fait en sorte que Jeff s'est rendu un de mes meilleurs amis. Ma femme m'a dit qu'on a une bromance là, moi puis Jeff. D'ailleurs je monte avec lui justement là, à la convention la semaine prochaine. Oh oui. Puis tu sais, puis j'aime ça, puis je vois l'aspect designer aussi, puis le fait de pouvoir discuter avec ça rajoute un peu une corde à mon arc. Puis même que son prochain jeu, et là c'est un gros spoiler, mais son prochain jeu qui s'en vient, il travaille sur le jeu depuis longtemps, puis Jeff est un designer avec vraiment, tu sais, il a des super bonnes idées. Puis à un moment donné, il dit mais pour le solo, il dit j'ai pas encore, tu sais, Jeff a beaucoup l'emphase sur les jeux solo puis 2 joueurs. Sur tous ces jeux, c'est comme son niche là, c'est vers là qu'il va jouer. Puis là il dit mais j'ai pas pensé au mode solo. Puis là, mais moi j'ai des idées, t'as peu tout ça. Puis moi à l'origine, tu sais, je pensais développer un peu avec Jeff parce que j'aime ça faire ça, tu sais. Je créerai jamais un jeu parce que j'ai pas le gosse de faire ça. J'ai joué à beaucoup de jeux par exemple, fait que souvent quand il me présente des idées, je peux te dire c'est où j'ai vu ça, qu'est-ce que j'en pense. Puis là quand j'ai sorti mon pitch du mode solo, il m'a dit comme et c'est un bon mode solo. Il dit parfait, il dit je te laisse t'occuper du mode solo. Là moi dans ma tête, je dis comme je vais designer ça puis tout. Puis là il me dit non, il dit je t'ai mis un crédit sur Board Game Geek comme solo designer. Je suis comme oh
Oh my god! Tu sais, Ah, wow. La première fois, il m'a cité sur son Goblivion, il m'a cité dans son livre de règles, puis je ne savais pas qu'il allait faire ça. Puis sérieusement, j'ai comme été, mon Dieu, j'ai mon nom écrit dans un livre. Dans Je un- suis comme, oh, ouais. Ah non, je bonjour comprends. ma vie. Je comprends. Ok, ouais. Fait que c'est ça. Dis-moi que c'est le fun, c'est rassembleur. Ben, tu lui diras allô de ma part, et Oui. on s'est parlé 2-3 fois sur Facebook, il a l'air super sympathique. Très Un sympathique, bon très bromance sympathique. à avoir, je pense. Oh oui, c'est mon bro. Donc maintenant, on va passer à notre troisième segment, le top 5. Tu viens de le dire avant, que t'aimes beaucoup faire des tops, donc je pense pas que ça a été un problème pour toi de créer ton top 5. Je t'ai demandé, comme je fais à chaque fois avec les invités, de choisir un thème pour le top 5, et puis je te laisse expliquer le thème que tu as choisi. Ok, le thème que j'ai choisi. Et là, c'est bizarre parce que je fais beaucoup de top et j'aime ça. Donc, j'ai des idées de top, mais j'en ai produit également beaucoup. Ça fait en sorte que j'essayais d'être original dans mon idée, dans mon thème, exactement. Donc, j'ai choisi les thèmes originaux. Et là, je m'explique. Quand je parle de thème original, je parle de quelque chose comme Marvel ou les zombies, là, tu sais. Ouais. Non. On voit des thèmes comme ça tout le temps, des thèmes qui sont récurrents, des thèmes qui vont venir. Marvel, les super-héros, il y a beaucoup de jeux de Marvel. Les zombies, pendant un temps, c'était très tendance. Les pirates, ça a été tendance. Ces temps-ci, on a une espèce de côté L'espace. zen. Ouais, l'espace, également. Generic Fantasy aussi, là, les jeux médiévaux. Puis il y a des thèmes, puis là, ces temps-ci, je pense qu'un des thèmes très populaires, c'est le thème zen, le thème nature, le thème, tu sais, c'est vraiment quelque chose qu'on voit Planète, beaucoup. ouais. Planète, c'est ça, le petit côté eco-friendly là, qu'on voit dans beaucoup de jeux, c'est ça qui est tendance présentement. Mais, pour tous ces thèmes-là, on peut trouver des fois des thèmes obscurs un peu, des thèmes originaux. Et c'est vraiment le but que j'avais là-dedans, puis quand on en a parlé, même moi, j'étais comme pas trop sûr que je voulais m'enligner, mais je voulais des thèmes originaux, donc, c'est des... Voici mes paramètres, parce que j'aime bien ça mettre des paramètres. Donc, j'ai choisi des jeux que j'ai joués, en fait, des thèmes avec un jeu que j'ai joué au moins de ce thème-là. Ouais. Le jeu est pas nécessairement, pas obligé d'être bon. Il faut qu'il y ait un jeu qui a été de ce thème-là, mais c'est pas obligé d'être un bon jeu, mais c'est un thème, par exemple, que j'ai trouvé très original ou que je trouvais vraiment qui sortait de l'ordinaire. Puis j'ai choisi des jeux que j'ai joués justement au courant des 5 dernières années, là, parce que faut que je limite un moment donné, là. Parce que, il y a des thèmes, puis là, je vais en sortir un, puis j'espère qu'il sera, parce que je sais pas s'il va être dans ta liste ou quoi que ce soit, mais je prends, mettons, Rococo ou les thèmes de couture, qui est comme, wow, ok, c'est hot, c'est faire des il y a un prêt-à-porter aussi de Ignacy, j'ai pas joué, mais quand je parle de thèmes originaux, le thème de la couture ou du design, c'est pas un thème qui me rejoint non plus, mais je trouve ça bien d'avoir des thèmes originaux. Qui vont rejoindre des gens, ouais. Exactement, on parlait de l'accessibilité, puis il y a des gens qui se touchent vraiment au thème. Moi, le thème, ça me dérange pas. Un jeu qui n'aurait pas de thème, un jeu abstrait, j'ai pas de problème, mais il y a des gens qui vont carburer au thème, ou que ça va être une espèce d'élément accrocheur pour eux. Tu sais, j'ai ce hobby-là, ils ont fait un jeu de ce thème-là. Ouais. Pourquoi? Puis surtout pour des gens, comme tu le dis, qui sont pas nécessairement des gros board gamers, si tu sors, exemple, je veux pas citer des exemples parce que je pense qu'il y en a qui vont peut-être sortir dans cette liste. Mais c'est drôle parce que tu viens de parler de Rococo, c'est un que j'avais mis sur ma première liste parce qu'avant j'avais fait pas nécessairement des jeux que j'avais déjà joué, puis j'ai jamais joué à Rococo, fait que j'allais enlever de ma liste. C'est ça. Donc moi aussi. je pense que j'aurais beaucoup de, pas des mentions honorables, mais à la fin des jeux que je pense qu'ils auraient pu faire cette liste, mais que j'ai pas encore eu la chance de jouer. Ah non, c'est ça. Fait qu'il y a plein de thèmes. Puis écoute, les thèmes, il y a pas de limite, là. Puis même quand je faisais ma liste, c'est comme, j'ai une quinzaine d'autres jeux que j'aurais voulu parler, ou que, ben là, c'est vrai. Puis c'est-tu assez original? Ouais. Tu sais, c'est embêtant, là. Fait que je te laisse commencer avec ton numéro 5. Bon, mon numéro 5, c'est la pression, ça. T'as-tu de la misère à faire cette liste-là, toi? Ben écoute, non, au début, parce que j'avais mis plein de jeux que je sais qui sont originaux par le thème. Il y a même des jeux que j'ai backés sur Kickstarter que je trouvais original. Mais une fois que on s'est reparlé puis que tu m'as dit que ça devait être des jeux qu'on avait joués, là j'ai trouvé plus compliqué Puis comme tu dis, des fois je mettais un jeu puis je me disais mais ça c'est super original, puis plus j'y pensais je me disais est-ce que c'est original? Ouais, c'est ça. Mais non, je pense que je suis assez confiant avec mes 5 choix, à part peut-être un.
Ok, mais c'est correct. Puis même moi aussi, là, puis écoute, on va être amené à pouvoir en discuter après le pillow talk qu'on va faire Of là-dessus course. après. On verra aussi les gens dans les commentaires ce qu'ils Et diront. oui, j'ai hâte de voir ça d'ailleurs, je trouve ça, parce que les thèmes, écoute, il n'y a pas de limite, là, tu sais. Ouais, Fait c'est que je clair. vais commencer avec une mention honorable, parce que je sais que t'adores les mentions honorables, puis moi je fais toujours des top 6, donc je vais sortir, et c'est drôle, parce que là je me suis dit, il faut que je cite ce jeu-là, parce que on en a parlé, je t'en ai parlé quand je t'ai parlé de thèmes originaux, donc en 6e place, non officiel, mention honorable, je vais utiliser le jeu Ark Ravel. Ark Ravel, qui est un jeu qui est sorti, je pense pas qu'il soit sorti en français, et c'est un jeu qui parle de tricot. Donc tu dois, ultimement, c'est un jeu de collection de ressources, tu collectionnes des ressources, mais c'est de la laine que tu récoltes de différentes couleurs, et tu dois tricoter des tucs, tu dois tricoter des mitaines, fait que c'est un jeu de tricotage, ou de tricot, qu'on dirait plus en français plus correct, mais j'ai trouvé que le thème était tellement original du fait que écoute, c'est vraiment, c'est un thème que j'ai pas vu nulle part ailleurs. C'est pas de la couture. C'est pas un grand jeu. C'est pas un grand jeu. C'est un jeu de collection de ressources. On faut remplir des contrats. Très simple comme jeu, mais j'ai trouvé que l'idée d'avoir un jeu de tricot, c'est vraiment, vraiment génial. Mais c'est drôle parce que quand t'as commencé, je pensais que t'allais dire Ark Nova, j'allais dire. Mais Sylvain, décroche! Non, mais t'as pas le numéro 1 dans tout. Il y avait Ok, un donc autre ça, jeu que c'était ton mention honorable que tu devais pas en parler. Puis là, maintenant, est-ce que t'as ton numéro 5? C'est ça, non, c'est correct. Fait que, et voilà. Fait que ça, c'était ma mention honorable. Maintenant, on y va avec le top 5 des jeux avec un thème Number original. 5. Numéro 5. Je fais souvent ça sur la chaîne. Donc, en numéro 5, je vais y aller avec... Puis, encore là, original, c'est toujours difficile de savoir c'est quoi. Je vais choisir les élections. Okay? Les élections. Les élections américaines. Et là, bon... Je suis au Québec, Canada, Amérique, on est proche des États-Unis, mais le concept d'élection américaine, c'est pas un concept que je connais vraiment énormément. Je comprends comment ça fonctionne avec différents États, l'État du Texas a plus de pouvoir, des choses comme ça, mais le thème d'élection, et oui, la politique est un thème qui a déjà été utilisé, mais moi, c'est à cause du jeu Campaign Trail, qui est un jeu qu'on a joué au Delirium ludique, un événement ludique l'année dernière, puis ça a été mon expérience de jeu numéro 1 pratiquement de tous les temps. On a fait une partie à 6 avec un revirement incroyable. Mais le fait que d'utiliser la politique américaine, qui est pas un thème qui m'intéresse Pas du tout. Je suis pas très impliqué là, sur le système de vote américain ou quoi que ce soit. Écoute, la politique, je suis un peu la politique ici au Canada, mais tu sais, je suis pas très politisé. Là. Je veux dire, je suis un peu comme un bon citoyen, mais fait à la base, c'est pas un thème nécessairement qui venait me chercher, mais j'ai trouvé que l'idée de prendre ça et de faire un jeu avec ça, puis même, encore une fois, je me demandais si ça allait faire mon top. Quand j'ai fait ma liste, j'ai sorti une liste de 15, puis finalement, je pense que mon expérience de jeu a quand même aidé un peu à remonter ça, mais j'ai trouvé ça tellement intéressant, et c'est le seul jeu qui fait ça. Le fait d'avoir, tu sais, oui, il y a eu Nixon, il y a eu des jeux à saveur politique, là, mais je pense de vraiment faire un concept électoral, j'ai trouvé ça super original. Parfait. Donc ça, c'était pour ton numéro 5. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Campaign mais Trail, je t'avoue que c'est vraiment, moi, la politique, là. Mais c'est drôle parce que, comme je dis à la base, c'est pas un thème qui va me stimuler autant que ça. J'ai des amis qui sont hyper politisés, puis la minute que tu parles de politique, ils s'en viennent avec une espèce de sourire de vendeur de char, puis là, ils veulent te... Non, c'est pas quelque chose qui me stimule d'habitude, mais je trouve que le fait d'avoir fait ça un jeu, puis que le jeu ait fonctionné, je suis comme, c'est intéressant. Alright, ben je vais peut-être le mettre sur ma wishlist, à voir. C'est fait. Et puis, donc, moi, mon numéro 5, c'est un jeu... bizarrement, quand je regardais un peu, j'essayais de trouver c'était quand la première vidéo que t'étais sur l'école du jeu, je suis tombé sur toi qui disait que c'était une de tes plus grosses déceptions. C'est Grand Austria Hotel. Oh! Donc moi, j'ai joué, d'ailleurs la seule fois que j'ai joué probablement c'était chez David, quand je suis allé chez Professeur Board Game, il m'avait présenté ce jeu-là, et puis ben moi je trouve que l'idée d'avoir des gens dans ton hôtel, que là tu dois leur donner du café puis du vin avant de les mettre dans leur chambre, puis tu sais, dépendamment de quel genre d'invité c'est, tu vas avoir plus de points, j'ai trouvé ça super original. Puis bon, moi, contrairement à toi, j'avais adoré le jeu, je le trouvais pas nulle part. Je l'ai trouvé récemment en seconde main en Suisse, puis j'étais tout content de le recevoir. Il faudrait que je me relance dedans, mais en tout cas, niveau thème, je trouvais que c'était tellement original cette idée d'avoir les gens dans ton hôtel et tout. Donc celui-là, en tout cas, je sais pas si je pourrais te dire, le plus proche que je pourrais trouver d'un jeu qui fait un peu la même chose, ce serait les Tavernes de la Vallée Profonde, si tu mets l'extension chambre à louer, ou je sais pas trop. Mais sinon, je trouvais que c'était très original comme thème, puis sur le moment, quand j'ai fait ma première partie, je me suis dit, ça, j'ai jamais joué à un jeu comme ça. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est un thème. Puis le jeu, je pense que c'est mon expérience de jeu, on avait joué à 4 joueurs, ça avait été beaucoup trop long. Puis encore là, j'ai pas rejoué, mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est un thème tellement génial. Le fait de gérer ça, d'avoir à gérer, il faut que tu donnes des choses du café, il faut que tu donnes des c'est super, un excellent thème, effectivement.
Ouais, donc ça c'était mon numéro 5. Ton numéro 4? Alors, mon numéro 4, là, je regarde la liste, puis c'est drôle parce que je change les chiffres au fur et à mesure, là, je regarde ma liste. Mais, écoute, je vais y aller avec le thème de vie. La vie. Puis, The Game of Life? Ben, à peu près. Le jeu qui m'a fait penser à ça, c'est The Pursuit of Happiness, la quête du bonheur. Ok. Un jeu de sim. C'est vraiment un jeu, je sais pas si tu as déjà joué à ce jeu-là, Non. mais c'est un jeu auquel tu vas vivre ta vie. Tu vas aller faire des interactions, avoir des connaissances, tu vas pouvoir avoir des hobbies, tu vas pouvoir avoir une job, tu vas pouvoir avoir une amoureuse, tu vas pouvoir... C'est vraiment comme si on jouait à Sims, et c'est un jeu, on parlait de Stardew Valley tantôt, Ouais. qui est un jeu imparfait, qui est meilleur. La quête du bonheur devrait pas être un aussi bon jeu. C'est un jeu de placement d'ouvriers relativement standard. On complète des objectifs, on reçoit des ressources, mais j'ai tellement de plaisir avec ça. Puis c'est un thème que j'aime tellement parce que oui, The Game of Life l'avait fait Destin quand on était tout petit, en tout cas quand moi j'étais tout petit. Puis là, tu vas avoir un travail, puis tu vas avoir faire ça, mais tu sais, ultimement c'est un roll and move qui avait pas vraiment de choix de décision. Mais je trouve que le thème de vie, d'avoir un Sims, tu crées ta vie, tu crées un scénario, et c'est un des rares jeux, la quête du bonheur, auquel que la performance ne m'importe moins que le chemin. Ouais. Le journey qu'ils appellent en anglais, le chemin pour se rendre là. Fait à la fin de la partie, je vais pouvoir dire, écoute, mon père était riche, j'ai pas eu besoin de travailler dans la vie parce que j'avais de l'argent, je me suis trouvé des hobbies, à un moment donné, je me suis lancé dans une gang de motards, finalement, j'ai décidé d'aller faire mon droit, puis j'ai fini genre PDG d'une grosse corporation. Le fait que je me crée une vie comme si je jouais aux petits jeux vidéo comme de une Sims. histoire, ouais. C'est une histoire, puis là, il y a aussi un jeu, mettons, je suis pas juste là pour la quête du bonheur, mais tu sais, il y a le jeu CV qui était un jeu plutôt ordinaire, mais que j'aimais l'idée, justement, que tu grandissais, tu avais des icônes, tu avais des ressources, mais je pense que c'est ça, le thème de la vie, le côté Sims, puis autant que, quand j'y pensais, je me disais, mais c'est-tu vraiment original? Mais quand j'y repense, je regardais le nombre de jeux qui touchent à ce sujet-là, puis il n'y en a pas tant que ça. Fait que Ouais, c'est vraiment du début à la fin, comme ça. un life simulator, c'est ça. Fait que je pense que c'est vraiment là, sur ce point-là. Fait que la vie, hein, c'est mon thème. Bon, dans tes paramètres, tu disais que ça devait pas être des bons jeux, mais là, tu t'emballes avec deux jeux que tu disais qui étaient assez... tu les recommandes, ces c'est jeux-là? pas tous des bons jeux, mettons, on va dire. Mais oui, finalement, j'ai fini par choisir quelques jeux quand même qui avaient des... Alors, moi, mon numéro 4, c'est le seul que je me suis posé la question longtemps sur l'originalité, parce que je pense que si on recule un peu, c'est pas un thème original, mais c'est tellement précis et pointilleux. C'est Bonanza, qui est le jeu de Uwe Rosenberg, où on va échanger des haricots. Puis je me disais, au final, un jeu sur la ferme, c'est pas nécessairement original, mais... Encore une fois, c'est pas la ferme, c'est sur les haricots que tu vas planter. C'est vraiment précis là-dessus. Et puis, en plus de ça, t'as la petite originalité en plus que tous les haricots ont des jeux de mots que j'adore. Donc, J'adore ça. Hey, en anglais, ce jeu-là est plate. C'est rare. D'habitude, bon, on parle des traductions, mais en français, il y a un paquet de petits jeux de mots qui sont amusants sur les haricots. Puis c'est vraiment génial. J'adore ça. Mais tu sais, c'est quoi le pire? C'est qu'en plus, tout comme les films, je peux te dire qu'ici, tu sais, c'est pas Fast and Furious, c'est pas Rapide et Dangereux, c'est Fast and Furious. Ben là-bas, j'ai remarqué qu'au Québec, c'est pas la même traduction qu'en Europe. Fait qu'exemple, vous, c'est tous des jeux de mots avec bin, non? Ouais. Ben nous, c'est avec haricot. OK. Fait que c'est genre haricolaire, haricolique. Tu sais, c'est tous des jeux de mots qui ont rapport avec haricot, puis au Québec, ils l'ont traduit avec bin. Ben oui, c'est vrai, t'en parles là, puis hein, c'est vraiment, c'est génial. Fait qu'il y a vraiment, en plus, c'est comme, t'as la VF version française de France, puis version française du Québec. Fait qu'ils ont même fait ça pour le Bonanza. Ah non, puis c'est super parce qu'en anglais, c'est comme, c'est green bean, c'est super plate, tandis que là, tu sais, on a droit à des chocobines, puis des binolars, puis... Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est le fun, ça, ben oui. Alors, excellent c'est mon numéro 4. Sérieusement, c'est un très bon choix. Donc, ton numéro 3? Mon numéro 3, là, je regarde la liste, puis ouf, ok. Numéro 3, je vais y aller avec ça. Je vais y aller avec le thème... je pense que c'est méta, ok? C'est très méta. C'est le thème mettons, je cherche un peu le TCG, Trading Card Game. Okay? Ouais. Le thème de, si on veut, Magic, ok? Ouais. Sauf que là, Magic, c'est un jeu de cartes, ça. Mais moi, je m'isole sur le fait que le côté méta de Millennium Blade. Ouais. Est-ce que tu connais Millennium Blade? Non, mais j'ai fait 2-3 recherches sur Google à voir des jeux originaux, puis il y avait souvent celui-là qui sortait. Bon, Millennium Blade est un jeu sorti par la compagnie Level 99 Games qui ont des jeux qui ne sont pas traduits habituellement. Donc c'est des jeux qui sont majoritairement anglophones. Je sais pas s'il y a eu des traductions localisées, des choses comme ça. Ouais. Puis je dirais que c'est comme une espèce de côté un peu... Ils ont leur approche graphique très très propre à eux. Donc dans Millennium Blade,
on simule un joueur de jeu de cartes à collectionner. Donc, je vais utiliser Magic, mais ça pourrait être Yu-Gi-Oh! Ou ça pourrait être Pokémon. Ouais. C'est vraiment, on simule, et là, on doit acheter des paquets, se faire des decks, aller faire des tournois. Donc, c'est comme une espèce de jeu dans un jeu. Tu joues un joueur de jeu de cartes. Et tu dois, avec ton argent, acheter des paquets. Là, tu vas avoir des paquets, tu vas aller chercher tes rares, comme un peu si tu ouvrais des paquets de cartes Magic. Moi, j'ai joué beaucoup à Magic dans le temps. Et le fait que, après ça, tu as des tournois, tu peux faire des échanges avec les autres joueurs. Puis là, tu essaies de faire un deck de quelques cartes. Et après ça, tu vas jouer ton jeu. Donc, en plus du côté méta, que tu crées ton deck, puis tu fais l'auto, là, tu vas jouer au jeu. Fait que c'est comme une espèce de jeu dans un jeu. Et j'ai trouvé que l'idée méta de jouer un joueur de jeu, c'était tellement original, c'était tellement unique comme idée. Millennium Blade est un jeu que j'ai pas joué souvent. C'est un jeu que j'ai aimé, mais que j'achèterai probablement jamais parce que j'aurais personne avec qui jouer. Puis il y a tellement d'extensions. Puis c'est un jeu qui est comme overwhelming. Il y a comme trop de choses. Puis j'ai aimé le jeu que j'ai fait, mais on me proposerait, tu me proposerais une partie demain. Puis je dirais comme, je sais pas. Je suis comme, oui, c'est un bon jeu, mais c'est un bon jeu que j'ai pas nécessairement envie de rejouer parce que c'est de se remettre dedans. C'est un jeu qui est assez lourd. Puis tu sais, c'est quand tu joues souvent, tu sais, ne jouer qu'à quelques jeux par année, je serais probablement tombé dans ce jeu-là à fond la caisse parce que c'est comme le jeu dans un jeu, tu sais. Fait que l'idée méta d'avoir un jeu dans un jeu est très originale. Le jeu est bon, mais comme je dis, c'est pas nécessairement un jeu que je vais nécessairement chercher à jouer. Mais je trouvais que l'idée, le thème est tellement original. Ouais. Comme je dis, t'es pas le seul parce que sur Google, il sort souvent dans les thèmes Unique Themes. Moi, mon numéro 3, c'est quand j'ai fait ma liste, j'ai regardé dans ma ludothèque, puis j'ai essayé de faire le tour de mes boîtes, puis il y en a un qui m'est tout de suite sauté aux yeux, puis c'est un super grand public que tout le monde connaît, mais j'ai essayé de repenser à la première fois que j'avais joué à ce jeu-là, ou quand je le présente à des nouveaux joueurs, c'est Takenoko. Ce jeu-là est méga original pour moi parce que ok, oui, il y a beaucoup de jeux qui ont, tu vois, sur la culture japonaise et tout, mais cette idée que t'es un jardinier de bambou, et puis que tu t'occupes du jardin de l'empereur, et qu'eux, ils se font donner un panda, puis que le panda, lui, il a sa propre motivation, lui, il veut bouffer tes bambous, puis toi, tu veux l'empêcher, ou des fois non, tu vas le laisser faire. Bref, quand je présente ça aux gens, des fois ils me regardent comme si j'étais un extraterrestre, mais de quoi tu parles avec ton panda et tout. Puis c'est vrai que là je me rends compte, le thème est original dans un thème plus large qui ne l'est pas au final. Tu vois, cette idée de un peu manga, un peu tu vois, japonais comme ça, mais c'est vraiment l'idée du jeu en fait que je trouve originale, cette idée que t'as un jardinier à contrôler, que tout le monde peut le contrôler, t'as un panda que tout le monde peut contrôler, mais en plus de ça, t'as la bande dessinée qui est dans les livres des règles, qui explique un peu l'histoire de ce panda-là. Bref, je trouve que l'exécution de ce jeu est mythique. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et le panda est pas cool, on s'entend. Là, il rend la vie dure au pauvre jardinier. Sérieusement, j'ai pitié pour le jardinier. Le panda, il est là, puis il fout le bordel. Là. Ouais. Puis il est toujours la triste, le jardinier était. Mais non, oui, c'est un thème qui est très original. Puis c'est un jeu que, tu sais, j'ai même pas pensé. Je trouve ça le fun. C'est exactement il y en a tellement. Il y a tellement de thèmes. Puis c'est vrai, oui, malgré tout que le jeu en tant que tel est pas nécessairement original. C'est la collection d'ensemble, des choses comme ça. Mais le fait que le thème est, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Le thème est très original. C'est beau ça quand t'es d'accord avec moi. Ah oui, c'est correct ça. Ton numéro 2. Excellent thème. Numéro 2. Numéro 2, je vais choisir le thème. Je cherche à mettre le doigt sur comment appeler ce thème-là en plus. Gestion de chaîne télé. OK. Les jeux de gestion sont quelque chose que j'aime. Dans les jeux vidéo, les jeux de type Tycoon sont toujours des jeux que j'ai toujours aimé, de pouvoir gérer plusieurs paramètres par rapport à ça. Et le jeu qui m'a fait penser à ça, c'est The Networks. OK. Tu jouais à The Networks? Non. Je suis mal parti. À tous les jeux sur ta liste, j'ai pas joué. C'est pas grave. C'est correct. C'est moi qui joue à trop de jeux, en fait. Mais The Networks, c'est un jeu désigné par Gil Ova qui utilise le thème du fait qu'on a besoin de gérer une station télé et on va devoir aller chercher des émissions pour pouvoir les placer dans différentes plages horaires de manière à pouvoir se faire une grille horaire avec nos émissions. Et là, le jeu vient avec un paquet de petits puns, de petits clins d'œil par rapport à avec des séries, des sitcoms déjà existants. C'est certain que quand on passe à travers les petits gags une fois, sont moins drôles. Le Friends, le Not So Friends, est moins drôle un peu, mais je pense que l'organisation de créer sa grille, et là, dans la grille
télé. En plus de ça, on doit organiser les émissions qu'on va placer à différentes heures, donc des heures de pointe d'écoute, des choses comme ça. Et on va également avoir des stars qu'on va pouvoir rajouter à nos émissions. Donc là, c'est une star qui ramène 2 étoiles, donc c'est certain que ça va coûter peut-être plus cher, mais on va essayer de recevoir plus d'auditeurs. Ouais. Et le fait que tu as un rating de tes émissions qui va se faire, et après des saisons, tu vas pouvoir créer une deuxième saison où tu vas pouvoir canceller ton show. Donc l'idée de devoir gérer une chaîne télé comme ça, je trouve ça tellement original. Je trouve que l'idée est tellement bonne, mais le jeu est malheureusement ordinaire. Ah ouais? Ouais. Mais tu m'avais vendu, là. J'étais sur le bord de l'acheter, là. Ben oui, mais puis écoute, peut-être que j'y rejouerais puis mon expérience serait différente. Je sais qu'il y a une extension aussi, mais j'ai trouvé que c'était c'était répétitif. Tu sais, oui, la première fois que tu joues, tu ris, tu te bidonnes au complet en lisant les titres de séries, les clins d'œil, les espèces de vraiment des clins d'œil au cinéma populaire, des choses comme ça. Puis c'est vraiment le fun, c'est vraiment intéressant. Puis à un moment donné, tu te rends compte, c'est juste très très mécanique comme jeu. Puis c'est comme, j'ai pas eu tant de plaisir que ça. Il y a d'autres jeux aussi qui font ça, des jeux de movie ou que le côté cinéma qu'on doit aller chercher des stars de cinéma. Mais j'ai pas joué nécessairement beaucoup de jeux. Mais The Network, c'est vraiment l'idée, le pitch de vente était super bon, de gérer une grille horaire télé, c'est vraiment parfait. Là, c'est peut-être ça qui le fait marcher au final. Des fois, t'as des jeux qui sont vraiment portés par le thème. Puis ça c'est un. Mon numéro 2, moi, c'est un jeu que j'ai joué hier soir. C'est Gutenberg. Je sais pas si tu connais Gutenberg. Oui. Le jeu sur l'impression. Le jeu sur l'impression. C'est un jeu que j'ai découvert à Cannes quand je suis allé cette année. Puis aussitôt qu'ils m'ont fait le pitch, c'est genre, je me suis dit, mais ça, je pense que c'est la première fois de l'histoire qu'il y a un jeu sur l'impression, quoi. C'est vraiment sur comment aller chercher tes caractères. Puis en plus, c'est un jeu qui... on parlait avant de la surconsommation et tout, c'est un jeu qui a 0 plastique dans le jeu, donc tes ressources sont en bois, c'est vraiment comme des caractères, tu pourrais les utiliser comme des étampes, si tu veux. Puis ça, je trouve ça génial, puis je pensais au début que j'allais pas aimer ce jeu, mais il est vraiment génial ce jeu. T'as vraiment de la programmation qui fait du sens, qui est collée au thème, où tu vas vraiment essayer de te créer les meilleures impressions possibles pour faire le plus de points de victoire, of course, mais tu sais, on est rendu que il faut même aller chercher l'encre pour ton impression, il faut aller chercher les différents styles. Est-ce qu'on va rendre notre livre super fancy ou pas? Est-ce qu'on va juste se concentrer sur nos caractères et tout? Donc bref, je trouve que le thème est tellement original. Aussitôt que j'y ai joué, je me suis dit, avant qu'on revoie un jeu sur l'impression, je pense qu'on en a pour un bout. Effectivement, non, j'ai pas joué encore au jeu, malheureusement, le jeu est pas encore arrivé ici. Ouais. Mais non, c'est un jeu qui est sur ma liste, qui est sur ma watchlist que je regarde. J'avoue que le thème, le fait de parler de l'impression en tant que tel, c'est vraiment, c'est original. Donc c'est la première chose que j'ai pensé, c'est que je me suis dit, ce jeu-là avec un autre thème, peut-être qu'il aurait moins bien fonctionné à voir. Faudrait que je fasse encore plus de parties, mais non, moi tout de suite, ça m'a sauté aux yeux quand on a parlé de thème original, c'est le premier qui m'est venu en tête. C'est un bon choix. J'ai pas joué malheureusement. Oui, j'ai hâte de voir. Puis je suis content de savoir que le jeu est bon. Il faisait partie de la liste que je regardais. Très là, bon. J'ai hâte un de mes coups de cœur de l'année pour le moment, là, je te dirais. À voir si ça dure jusqu'à la fin de l'année. Ton grand numéro 1, alors, ton thème le plus original. Mon thème le plus original, c'est Ark Nova. C'est une joke. en fait, c'est vraiment pas original. Hein, des animaux... ouais. Mais non, écoute, les machines à boules. Les quoi? Les machines à boules, les pinball machines. Ok, il faut que tu expliques à nos auditeurs en Europe qui savent pas ce que c'est des machines à boules. Mais y a-tu un terme? Un peu, là, c'est toi mon contact de l'autre côté de l'océan, là. Y a-tu un terme? Franchement, j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça, mais je pense que tu dis une machine à pinball. On pinball, c'est ça, mais en fait, en québécois, on dit une machine à boules, là. Ouais. Mais en fait, comment expliquer ça? C'est drôle, ça. Vous savez, les jeux électroniques qu'il y avait dans notre enfance. C'est comme quand tu vas aux arcades, même, je sais même pas s'ils disent arcade, mais en tout cas, cette idée que tu tapes sur quelque chose, puis il y a une boule qui monte. Avant que je commence ma vidéo, allez sur Google et écrivez pinball machine ou pinball, puis vous allez voir un peu, là, vous savez probablement de quoi écrivez on parle. pas machine à boules, c'est peut-être autre chose qui va sortir. Ça va vers un autre site et nous ne sommes pas garants de ce site. C'est ça, nous on prend pas la responsabilité. Donc c'est quoi le nom du jeu? Super Skill Pinball 4Cade. Okay. Un nom long comme ça, mais c'est le jeu essentiellement le seul jeu de pinball que je connais. C'est un roll and write, donc un roll and write qui a été designé par Jeff Engelstein. Jeff Engelstein n'est pas un designer très très connu, mais c'est une pointure dans le domaine du jeu de société. Le gars est un professeur ludique.
Il a procédé à la classification sur BGG. Le gars a un podcast qui s'appelle Ludology. Un gars incroyablement intelligent, un gars incroyablement intéressant à écouter. Pas un designer nécessairement il n'a pas produit beaucoup de jeux. C'est pas comme un Rosenberg ou un Feld. Là. Ouais. Mais Jeff Engelstein est vraiment une pointure quand même dans le domaine. Et le fait qu'il a réussi à prendre le thème du pinball et de le mettre dans un jeu qui va tellement chercher ça. Ça va tellement... Et ça, c'est un bon jeu parce que on a le feeling de ça. Ouais. Donc, Super Skill Pinball 4Cade, pour ceux qui ne le savent pas, est un jeu de roll and ride, donc un roulé et coché en tant que tel, un jeu à cocher, où on va avoir justement la pinball, et on va comme avoir une petite balle qui va se promener et qui va frapper différentes choses, donc des petits marqueurs sur les côtés pour marquer des points. Et là, ce qui fait en sorte que le jeu fonctionne, c'est que si on prend trop notre temps, on perd le feeling de rapidité. Tandis que si on brasse les dés, on coche, on brasse les dés, on coche, on brasse les dés, on coche. Et là, tout le monde joue de son côté. C'est un jeu avec zéro interaction. On pourrait jouer avec un pan de mur, puis ce serait la même chose. L'important, c'est de comparer nos scores. Et le beat your own score est pas quelque chose que j'aime. Mais pour ce jeu-là, c'est comme si on jouait à une machine, puis on mettait notre high score sur la machine. Puis là, ben, on joue, et le fait que ça va chercher des snap seconds decisions, des décisions au quart de tour. Donc, c'est vraiment des... Si tu réfléchis pas trop, ça fait en sorte que tu brasses, tu coches, tu brasses, tu coches, tu brasses. Puis là, on est comme, ouh, le multiplicateur, tu rajoutes une balle, comme, ouh, tu fais plein de points partout. Puis si tu y vas comme ça, je trouve que le thème est tellement original et tellement unique. Et lorsqu'on joue au jeu, on se rend compte, waouh! Ils ont vraiment mis le doigt dessus, ils ont réussi à faire vivre ce thème-là qui, d'habitude, est un truc qu'on voit en vrai. On joue à une pinball machine, on va jouer en vrai, on a le feeling de, tu sais, il faut que je fasse des décisions, il faut que je réussisse à faire mon petit flipper, pis des choses comme ça pour ramener la balle. Et le fait qu'un jeu de société ait réussi à simuler quelque chose qui est tellement différent, je suis comme, waouh! Ok, c'est vraiment... Puis quand j'ai fait ma vidéo, je pense que c'est le premier jeu que j'ai sorti. J'ai fait, ah oui, il faut que je parle de Super Skill Pinball, c'est sûr et certain. Un jeu de pinball, il faut que j'en parle. Puis il n'y a aucun autre jeu qui fait ça. Puis je pense que c'est ce qui réussit, le fait que le jeu ait réussi à bien faire vivre le thème. Ouais, c'est ça. Puis là, tu as plusieurs machines différentes que tu peux utiliser. Là, je vais prendre la machine des clowns. Là, ils ont tous des petits twists, des petits trucs comme ça. Là. Mais non, écoute, Super Skill Pinball 4Cade, un jeu avec un nom long comme ça, une toute petite boîte. Malheureusement, probablement pas traduite encore. Hein, on a des jeux de l'autre côté de l'océan. C'est différent, les jeux, les bassins de jeux auxquels on a accès. Oui, non, c'est clair. Hein. Puis c'est ça, mais je dirais que ce jeu-là, quand je l'ai joué, au début, j'étais comme, ok, c'est pas trop. Puis quand tu pognes le feeling, quand tu pognes le beat, c'est comme, oh wow, ok, c'est vraiment pas pire. Alright, donc ça veut dire que c'en est un autre. Donc sur tes 5, il y en a 4 que tu recommanderais au final. Ouais, oui, quand même pas si pire finalement. Ouais, pour quelqu'un qui avait des paramètres de dire qu'ils sont pas obligés d'être bons. Ouais, c'est pas obligé d'être bon. Moi, mon premier, je l'avais noté, puis après ça, je t'ai vu m'écrire sur Messenger pour dire est-ce qu'on est obligé de parler de Wingspan? Donc, je l'ai changé. ok, là, je suis content que tu le sortes. Je voulais en parler avant, puis je me suis dit non, tellement qu'il est dans sa liste. Parce que, puis là, tu disais, est-ce que Ark Nova a besoin d'être sur toutes les listes? Ouais. À un moment donné, en 2018, je pense. Est-ce que Wingspan avait besoin d'être sur toutes les listes? Wingspan a été nominé pour tout. Écoute, pour tout. C'est juste si Wingspan n'a pas été nommé comme meilleur podcast, ok, une année. Ouais, là. L'année où Wingspan est arrivé, il a gagné tout. Les gens disaient, c'est un jeu familial, c'est un jeu de gamer, c'est un jeu... Puis Wingspan a vraiment gagné tout. Puis même moi, quand j'ai commencé, j'ai fait Wingspan. Puis je te l'ai écrit, je suis comme, Wingspan, as-tu besoin d'être là? Parce que oui, le thème des oiseaux est très original. Il me semble que le jeu est plus vraiment original, et Wingspan est un jeu que j'adore. Ouais. J'adore ce jeu-là, puis comme je dis, il pourrait se retrouver en numéro 1 de tellement de tops différents, parce que le jeu va toucher plein de choses que j'aime. Puis là, quand je t'en ai parlé, je suis comme on a-tu vraiment besoin d'avoir Wingspan? Ça aurait probablement été mon numéro 1. Donc, je suis content que t'en parles là. Et là, je suis très curieux de savoir quel est ton numéro 1. Mais écoute, moi, franchement, Wingspan, j'ai eu la même réflexion qu'avec Bonanza, c'est-à-dire les animaux. C'est pas original, mais l'idée qu'on va vraiment focus sur un. Tu vois, puis vraiment, c'est ça que je trouvais original. Mais non, donc je l'ai remplacé par Tricerion. Yes! Je pense pas que je t'en parler, puis je lui mettais mes notes, je lui dis comment il va le nommer Tricerion. Ouais, donc Tricerion, pourquoi est-ce que je l'ai mis là? Ben, écoute, moi tu m'aurais dit un jeu sur la magie, faire un jeu sur les magiciens. Déjà, c'est drôle que je dis ça parce qu'au final, c'est vrai que dans ma vie, à chaque fois que j'ai vu un magicien en vrai, j'ai toujours été comme épaté comme un enfant. Mais c'est pas quelque chose qui, dans ma vie, me fascine. Je suis pas quelqu'un qui va aller vers ça. J'ai jamais voulu apprendre à faire des tours de magie, mais le jeu
déjà, c'est un de mes jeux préférés ever. Puis en plus de ça, tu rajoutes un thème qui me parle à fond. Cette idée vraiment, encore une fois, comme avec Gutenberg, ça fait du sens. C'est vraiment, si tu vas aller chercher ton matériel pour pouvoir faire ton tour de magie, il faut que tu le pratiques avant pour être sûr de... Bref, il y a tout qui colle au thème. Les illustrations me parlent. Il y a vraiment... Donc, la finalité, c'est que tu puisses faire ton tour de magie sur scène et puis qu'il soit le plus grandiose possible. Tu vas en plus de ça faire profiter tes adversaires qui vont peut-être faire l'ouverture de ton spectacle. Je trouve que la thématique, vraiment, c'est... Si c'était pas de cette thématique-là, je sais même pas si j'y jouerais à ce jeu-là. Fait que, en termes de thématique originale, puis je sais que pour ceux qui écoutent assidûment mes podcasts à chaque semaine, vous devez être tanner de m'entendre parler de Trickerion. On dirait que je trouve... C'est un peu comme toi avec Ark Nova, je trouve une façon de le placer partout. Mais quand t'as dit thème original, je me dis, écoute, j'ai jamais vu d'autres jeux qui parlent de ce thème-là. Puis, en général, les gens, quand ils parlent de Trickerion, ils parlent du thème. Fait que, voilà. Non, mais c'est bien, tu sais, c'est drôle parce que dans l'introduction, on parlait des thèmes, juste comme là, je parlerai pas de Trickerion parce que je suis pas mal certain que tu vas le plugger. J'ai hâte de voir, tu sais, je voulais voir, c'est quand t'allais parler de Wingspan, puis Trickerion, puis là, je suis content de tomber là-dessus. Fait que je c'est comme un petit signe de gloire. Donc voilà, donc ça, c'est nos deux top 5, mais écoute, moi, je vais juste en lancer 4-5 que j'avais regardé sur Internet quand on cherchait des thèmes originaux. Il y en a que je sais qu'ils sont. D'ailleurs, mon collaborateur Benji en parle souvent, This War of Mine, cette idée que c'est un jeu de guerre où il y a de la guerre, ok, c'est pas original, mais que toi tu joues les gens qui sont affectés par la guerre, ça c'est super original. Ça rejoint un peu Freedom, the Underground Railroad, cette idée avec l'esclavage aux États-Unis. Donc, je vais juste finir ma liste, puis après ça, je te laisse rebondir là-dessus. Rococo, t'en as parlé. Puis en plus de ça, il y en a un récent. Je sais pas si t'as eu la chance de jouer à Obsession, qui est sur l'ère victorienne. Donc ça, c'était des jeux qui ressortaient souvent, donc je voulais au moins juste les plugger pour pas qu'on nous dise qu'on les a oubliés. C'est parce que moi, dans mon cas, j'ai joué à aucun de ces jeux-là, mais Obsession est dans ma ludothèque en arrière de moi, donc il faut que je trouve une occasion pour y jouer. Mais This War of Mine, je trouve ça intéressant que tu en parles parce que c'est vraiment le côté sombre de la guerre, puis j'ai joué une partie de ce jeu-là et... je veux plus jamais jouer à ce jeu-là. Je sais, ouais. C'est comme... j'ai été déprimé, mais déprimé dans un sens que ce jeu-là m'a fait vivre des émotions qu'aucun autre jeu a jamais réussi à faire. J'ai comme été investi un peu dans l'histoire, puis tu sais, j'ai joué en solo, puis sérieusement, là, à la fin, c'est comme... Okay, pourquoi il me fait sa vie, c'était comme c'est vraiment triste, puis j'ai rarement vécu des émotions comme ça dans un jeu, du fait que le jeu m'a transporté à travers cette espèce de monde-là que, tu sais, on n'est pas les combattants, on tire pas des gens, c'est comme, non, c'est les soubresauts de la guerre, c'est comme, c'est le côté obscur de la guerre, puis encore là, avec ce qui se passe aussi dans le monde, des fois, ça peut être un peu dépressif par rapport à ça, mais non, c'est un thème qui est vraiment super. Écoute, moi aussi, je m'étais mis quelques petites notes. Le thème de la pêche a passé proche de venir. Je suis pas un grand pêcheur. J'ai pêché un peu avant d'avoir des enfants, surtout avec les enfants, là, c'est arrêté, mais j'aimais ça pêcher. Je vais pas pêcher souvent, mais j'y vais de temps en temps. Puis le jeu Cold War Crown, puis Fisherman Fly, qui sont d'ailleurs traduits en français maintenant, c'est des jeux avec un thème de pêche. Puis je trouvais que le thème est tellement rare. Puis je trouve ça intéressant. Puis comme tu dis un peu pour Wingspan, les animaux, bon, c'est là c'est des poissons. Mais d'avoir le côté de pêche que tu y vas, puis j'ai trouvé que le thème était vraiment super bon. Sinon, un autre jeu que j'ai passé proche de mettre dans ma liste, Shelfie Stacker. Connais-tu Shelfie Stacker? Ça me dit quelque chose, c'est pas un truc avec... C'est un mélange de Sagrada un peu avec Azul pratiquement. C'est comme une espèce de jeu où tu devrais faire une ludothèque. Tu vas, c'est ça, une Shelfie, puis il faut que tu prennes ultimement, c'est des dés avec des symboles comme des boîtes, si on veut, mais c'est des chiffres, là, tu sais, c'est comme un jeu de placement de dés. Puis c'est juste que tu te fais une ludothèque, puis là, t'as ta Shelf of Shame, des dés qui rentrent pas là, puis t'as des actions que tu peux faire, puis il y a plein de petits clins d'œil. Puis je trouvais que le clin d'œil était très, encore là, méta un peu, par rapport au fait que c'est cute, parce qu'il y a vraiment juste des joueurs aguerris qui vont gérer leur calax, là, tu sais, c'est ça, qui vont comprendre. J'ai trouvé que le thème était quand même bon. Puis un autre thème, puis ça, je me suis dit, finalement, c'est peut-être pas aussi original que ça, mais j'ai joué récemment à un jeu qui s'appelle Brick and Mortar, qui est un jeu où tu dois gérer un magasin. Okay. Des jeux de gestion, j'en parlais beaucoup, que c'est un type de jeu que j'aime beaucoup, mais le fait de gérer un magasin, et là, tu vas devoir acheter des goods, c'est un jeu d'enchères vraiment cutthroat, vraiment très méchant, où tu vas couper les prix, couper l'herbe sur le pied des autres joueurs, vendre à pas beaucoup de profit, juste pour éviter que les autres passent leur stock, mais tu dois stocker ton magasin. Ensuite, avoir des clients pour vendre tes biens. Donc, si jamais je stocke de la technologie, ben là, je vais essayer de faire monter le prix. Puis si jamais je suis seul qui vend de la technologie, ben je peux monter les prix dans le plafond parce que là, il n'y a pas de compétition. Mais le fait d'avoir un thème, puis là, je me suis dit comme, c'est-tu vraiment original? Enfin, c'est un jeu économique, c'est la base de n'importe quel jeu économique. Ça ressemble presque à smartphone. Oui, un peu, c'est vraiment ça, le côté économique de ça, puis smartphone aussi, je me disais comme, c'est original, vendre des cellulaires, mais c'est comme, mais finalement c'est un jeu économique, c'est peut-être pas si original que ça. Fait que Brick and Mortar, j'avais comme le goût au début, j'ai comme fait, non, finalement
c'est un jeu économique, tu sais, si Ouais. on veut. Mais le fait d'avoir un magasin, puis d'avoir la chaîne d'approvisionnement, du fait qu'on doit aller acheter, je dois acheter ma technologie, je dois acheter mon art moins cher pour pouvoir la revendre à un client plus cher, puis j'aimais vraiment Non, le c'est côté ça. offre et demande comme ça. Puis Mais moi, sinon, j'en ai aussi 3-4 sur Kickstarter, là, et j'en ai un que j'ai backé qui s'appelle Verdant. Je sais pas si t'en as entendu parler. C'est un jeu j'ai sur les entendu parler, plantes oui, j'ai pas d'intérieur. Donc, c'est aussi, encore une fois, sur la nature, c'est pas original, mais l'idée de les plantes d'intérieur, puis c'est lesquelles qui vont mieux aller dans ton salon, ça, c'est super original. mais c'est super. Puis c'est ça que j'aime, quand les gens décident de sortir un peu, ils disent comme, hey, je vais essayer un thème funky, je vais essayer quelque chose. Un autre jeu que j'ai passé proche de citer, le jeu Objection, qui Ouais. vient de sortir, Sur Larry Up, qui Ouais. est un jeu où tu t'as la défense, puis t'as la prosécution qui va là, la couronne, et c'est une espèce de jeu de gestion d'icônes. On s'entend ultimement, je sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer. Non. C'est un jeu à 2 joueurs où tu dois convaincre un juré que qui a commis le crime en tant que tel, si le défendeur est comme il est coupable ou pas, et le fait que c'est pas un jeu comme d'histoire, un peu comme les Chronicle of Crime ou les Ouais. Unlock, du fait que là, c'est vraiment juste un jeu de cartes un tug of war, une espèce de souk à la corde que tu vas faire avec l'autre joueur, puis le thème était tellement, le thème du droit, écoute, j'ai fait une partie de mes études en droit aussi, dans une ancienne carrière, puis j'aimais vraiment le thème, très original, on voit pas souvent, là, c'est comme Phoenix Wright, le jeu vidéo, là, mais Oui, en oui, jeu oui. de société. Puis donc, pour conclure, est-ce que t'aurais un thème que tu n'as pas encore vu dans les jeux de société que t'aimerais voir? Hey, c'est une bonne question parce que dans la liste qu'on faisait, il y a un thème qu'on voit pas assez souvent, qu'on a vu quelques fois, mais qu'il n'y a pas de bon jeu encore avec ce thème-là. Et là, si vous m'écoutez, designers de ce monde, je veux un bon jeu de cyberpunk. De cyberpunk. Oui, c'est un univers un peu futuriste, un peu techno, un peu Shadowrun que j'aimais beaucoup. Puis Il y a eu pas quelques jeux de Shadowrun. Radlands qui est sorti récemment? Il y a Radlands qui est post-apocalyptique. Ouais, c'est vrai, pardon. C'est quelque chose, mais moi, pas la c'est même vraiment chose. le côté cyberpunk. Ok. Et l'univers de Shadowrun, qui est un univers que j'adore, il y a Shadowrun Crossfire, qui est un très bon jeu, mais il n'y a pas de jeux qui me font vraiment vibrer avec l'univers du cyberpunk. Tu sais, le steampunk est un peu plus répandu. Il y a quelques jeux qui vont traiter avec ce thème-là, mais le cyberpunk, il n'y a pas grand-chose Ok. là-dessus. Intéressant. Moi, en regardant ma liste, je me suis demandé, tu sais, on parlait d'hôtels, il y a plein tu vois, d'impressions. Pourquoi on n'a pas de bons jeux de société sur les profs? Sur les profs, ben, c'est vrai ça. C'est peut-être parce que c'est trop ennuyant, les gens. Non, non, mais- mais tu sais, t'imagines, tu prends un jeu de gestion où, exemple, tout le monde a sa propre classe, puis il faut que tu essaies de, tu vois, booster les élèves pour qu'eux, ils aient un meilleur rendu à la fin. Puis c'est celui qui a un genre de jeu de gestion aussi. Je sais Mais pas, il y a tu une sais, idée, hein? Il y a une super bonne idée, puis on parle de jeu de gestion, puis ça me fait penser à un jeu de Switch. Hein. Je suis nouvellement vendu à ma Switch, j'ai une Switch depuis 3 semaines. Mais j'ai été chercher le jeu Two Point Hospital, qui est une espèce de jeu de sim que tu dois créer un hôpital. Mais il vient de sortir un jeu qui s'appelle Two Point Campus, que tu crées ton campus scolaire, puis tu peux trouver des classes dans lesquelles tu vas essayer d'intégrer des élèves, Mais oui. puis d'aller chercher ça. Puis je pense que Il y a un jeu à avoir, là. Il y a un jeu là-dedans. C'est sûr. C'est quand Puis tu fais au design de jeu, là. Alors, demain. Puis je te mets dans le livre des règles, ok? C'est bon? Ça y est. La pression. Alright. Ben, merci beaucoup, Sylvain. Ça a été un plaisir de jaser avec toi pendant 1h30. Effectivement, je pense qu'on a écrit, mais hey, je suis raisonnable. Waouh, je suis vraiment fier de moi. T'as vu ça, hein? Est-ce oui, que, j'ai- donc, je vais te laisser faire tes plugs. Les gens, on peut te trouver où? Sur YouTube? T'es sur Instagram? T'es où, toi? Vous me trouvez dans votre cuisine, près de chez vous. Non, en fait, vous pouvez suivre l'école du jeu sur YouTube, sur Facebook également. On a un compte Instagram que je suis pas assez assidu. JP a également décidé de suivre la vague technologique et de commencer à faire des TikTok de temps en temps. Ouais. C'est un peu moins ma tasse de thé, je dirais. Mais sinon, en gros, la meilleure place pour pouvoir nous suivre, c'est vraiment la chaîne YouTube. l'école C'est du jeu. vraiment ça avec l'école du jeu. Là. Je pense qu'on commence à avoir un petit icône en triangle qui commence à être un peu connu dans le domaine. On en parlait tantôt, mais c'est le fun, c'est d'avoir justement cette espèce de reconnaissance visuelle-là, de dire que parfait, excellent, c'est de trouver l'école du jeu, et après ça, vous pouvez nous suivre comme ça. Là. Fait que merci beaucoup, Sylvain. Puis ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de... On joue-tu?